Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. En fait, bienvenue dans ma nouvelle demeure. J'ai déménagé. Fait que c'est comme weird un peu que vous êtes au courant de ma vie personnelle parce que je tourne le podcast chez nous, mais j'ai déménagé à Longueuil. Et oui, gang, je suis rendu dans le 450, moi qui ai tant chié sur le 450. Bon, Montréal m'a un peu chassé, gang, je vous dirais, parce que c'est rendu cher puis tout ça. Mais bref, j'ai un enfant maintenant, j'ai changé, je suis un père, j'ai une famille, que je suis rendu. Mais on va en jaser un peu parce que le premier invité dans ma nouvelle demeure, à mon podcast, c'est un gars que j'ai invité, pas juste à cause qu'il habite à Longueuil, là, mais c'est juste que je me suis dit, comme moi, je suis rendu à Longueuil, je veux pas faire déplacer des gens trop, je vais attendre d'être installé puis tout ça, je vais prendre quelqu'un qui habite à Longueuil. Et ce gars-là habite à Longueuil, Marc-André Grondin. Fait que je ne l'ai pas invité juste pour ça. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant. Je suis sa carrière depuis des années, un peu comme tout le monde. Puis je le suis aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça, j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui avait l'air bright, qui avait l'air intéressant, puis pas mal au courant de bien des choses. Puis j'avais l'impression aussi qu'on avait une espèce de cynisme commun. Et effectivement. Fait que c'est ça, j'ai invité Marc-André. C'était vraiment une conversation très intéressante. J'ai eu bien du fun avec lui. C'est un gars qui a une vision de son métier qui est quand même assez particulière, qui est bien à lui, qui est très humaine, qui est très axée sur son propre bonheur et non sur une espèce de carriérisme d'argent à tout prix. Fait que je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça le fun. Puis c'est un gars qui travaille encore en plus, il fait encore des projets vraiment intéressants. Fait que j'étais très content de jaser avec lui. Avant de commencer le podcast, je vous rappelle, il y a mon Patreon qui est toujours actif. Si vous voulez encourager le podcast, c'est toujours disponible. Et je suis en tournée un petit peu partout au Québec avec mon spectacle Du cœur au ventre. On s'en va écouter Marc-André Grondin. Let's go! Marc-André Grondin, bienvenue à mon podcast. Ça Merci. fait un bout qu'on jase, fait qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer ça. C'est ton premier podcast que tu fais? Non, t'en as fait d'autres? J'ai fait un podcast d'humour. Mon Dieu, Ah ça ouais? commence bien. Fuck, hey, je m'excuse, j'ai oublié son nom, hostie, là. Et que ça t'a marqué. Non, mais je m'en souviens très bien, c'est juste que j'ai oublié son nom. C'est le chum à J du Temple. Ah, ok, ouais. Sans filtre podcast? Non, ça POC, là, POC, sa palette. Ah, là, ok, David direct sur le Bocage. temps. Ouais, David Bocage, c'est ça. Ok, parler de hockey, dans le fond. Ouais, ça fait un bout, là. Ok, Ouais. ok. C'est quelque chose que t'aimes faire ou tu sais, je sais que t'es quand même. En fait, tu te donnes l'impression que t'as pas envie de donner tant d'entrevues, t'es pas ultra showbiz, t'es pas dans la révélation de soi, le privé ouvert, puis tout ça. Mais c'est quelque chose qui. Est-ce que tu planifies ça? Est-ce que tu dis non à beaucoup de choses? Non, pas tant que ça, c'est ça qui est drôle. Je dis pas non, c'est souvent. Il y a eu une époque, je disais non beaucoup, là. Tu sais, il y a 10 ans, genre, j'avais beaucoup de demandes d'entrevues, des trucs comme ça. Est-ce que je c'est pense que carrément j'étais juste plus. parce que t'en avais trop, dans le fond? Ben, c'est parce que je me suis toujours dit que j'avais. Si j'avais rien à vendre, si j'étais pas obligé de faire une entrevue, ça me servait à quoi d'aller là puis juste faire semblant d'être intéressant. Puis souvent, tu sais, moi, j'ai jamais dit non à une entrevue de fond. Mais tu sais, 95%, même plus que ça, des entrevues, c'est des 3 minutes, c'est des 2 minutes, des 5 minutes même. Tu sais, t'es là pour une plug, puis tu racontes une anecdote, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'au final, je me dis, tu sais, ça sert à quoi de faire ça? Tu sais, j'ai tout le temps voulu conserver une certaine distance. J'ai jamais voulu devenir une personnalité connue, tu sais. J'ai toujours trouvé que ma job, c'était plus d'être acteur que d'être une personnalité connue, puis je voulais pas jouer là-dessus tant que ça. Puis j'avais l'impression, je pense que ça fait partie de qui je suis, mais en même temps, je pense que ça m'aidait aussi à me garder une fraîcheur quand je faisais mon travail. Au final, ben les gens, ils me redécouvraient à chaque fois, puis ils m'oubliaient un peu. Il y a tout fucked up quand même là-dedans à être acteur puis devenir une espèce de personnalité connue puis tout ça parce que tu sais en tout cas moi personnellement quand j'écoute un film, une série, whatever, faut que j'oublie que cette personne-là c'est quelqu'un de connu puis ça puis que cette personne-là se fonde dans un rôle puis que j'embarque complètement dans la proposition, mais quand tu vois cette personne-là partout, après ça tu peux faire des liens, tu dis comme ok ouais, finalement quand il joue il est pas mal proche de sa personne, pas très bon. Ouais, ben ça dépend, je pense qu'on a tous un rapport différent à ce qu'on regarde. Je pense qu'on regarde tous des choses très différentes aussi, tu sais. Je pense que la majorité du Québec, on vit dans une société de télévision où on ne demande pas nécessairement à nos acteurs de jouer tant que ça, juste de pas sonner faux. Puis de se ressembler, puis d'avoir l'air simple, normal, d'avoir l'air du voisin.
on veut pas trop qu'il se métamorphose, on veut pas trop qu'il soit... On veut pas qu'il soit trop beau, on veut pas que... Tu sais, je pense qu'on essaie de rendre tout comme si c'était un soap, tu sais, souvent. ce qui est tough, parce que, tu sais, ultimement, ce que tu as envie de faire quand tu es un acteur, c'est d'être déguisé. Je pense pour ça aussi que la plupart des acteurs qui font beaucoup de soap, là, des téléromans, là, des quotidiennes, comme ça, ils font du théâtre aussi, parce que c'est là leur exutoire, c'est là qu'ils peuvent vraiment se permettre de jouer des rôles de composition. En télévision, en cinéma, ici, c'est rare, ça arrive. C'est rare, tu as la chance de toucher à ça. Puis quand tu arrives sur un projet, puis là, tu veux changer ton image, quoi que ce soit, les gens sont très réticents, ils ont peur un peu, parce que c'est pas dans notre culture. Aux États-Unis, ça l'est. France, c'est autre chose. On est comme un peu un hybride, là, mais c'est très américain, tu sais, de se mettre une perruque, de changer la face, de prendre du poids, perdre du poids, Ici, non, c'est plate parce qu'on pourrait le faire, tu sais. Moi, je serais content de voir un acteur que je vois tout le temps, mais pas le reconnaître d'un coup parce qu'il a changé complètement de physique, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que toi, t'as joué dans des séries télé, t'as joué un petit peu, surtout jeune, là, longtemps. Ouais. J'imagine que quand tu joues dans ce genre d'affaires-là, t'es casté un peu ça, puis tu vas peut-être faire ça toute ta vie, là, puis toi, c'est pas nécessairement ça que t'avais envie de faire, t'avais envie de relever des défis, puis c'est plus le cinéma, toi, finalement. Non, pas maintenant. Je pense qu'à une certaine époque, quand j'étais plus jeune, je voulais plus faire du cinéma. En même temps, on m'offrait pas tant de télévision que ça. C'est pas... j'étais pas là à dire non constamment. Il y a eu des choses qui m'ont été offertes que j'ai refusées, évidemment, là, mais... Non, je pense que maintenant, la télévision est rendue plus proche du cinéma. Je pense qu'on se permet de faire on tourne d'une façon plus cinématographique, même si les budgets nous réduisent à couper un peu dans le temps qu'on peut prendre pour bien faire les choses. Mais je pense qu'on essaye du moins. Là, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Je pense qu'on est vraiment en retard au Québec là, par rapport à ailleurs. On est quand même un des rares endroits au monde où on coupe des budgets de télévision encore maintenant au lieu d'investir plus. Là. Ah ouais, ailleurs, ça investit plus maintenant? Oui, bien, il y a une diversité. Oui, parce qu'il faut... La qualité est meilleure, puis il faut la coter. Oui, puis ils se rendent compte que, éventuellement, les gens, ils vont regarder ce qui se fait de mieux. Puis ce qui se fait de mieux, ça va être ailleurs. Puis évidemment, je pense qu'on est capable de faire des choses qui sont extraordinaires avec peu d'argent. Mais des fois, c'est le fun aussi de se donner les moyens de bien faire les choses. Ouais, je comprends, mais en même temps, c'est quand même assez impressionnant qu'au Québec, c'est pas gros le Québec, là, c'est 8 millions de personnes, puis qu'on réussisse à faire ça coûte cher, là, des séries, là, c'est quand même une petite fortune, puis que, je veux dire, c'est pas nécessairement les séries qui me plaisent tout le temps à moi, mais c'est quand même fou qu'on puisse continuer à faire il y a des gros projets qui se font. Ouais, mais si on regarde dans les années 90, on faisait des séries à 1 million l'épisode, 2 millions l'épisode. Les filles de Caleb, puis... Ouais, les scoops, Omerta. Puis, je pense qu'on pourrait encore se permettre de faire ça. Si on se permettait de faire une série à 1 million ou un petit peu plus qu'1 million par épisode, là, on ouvre un champ de possibilités qu'on n'avait pas avant. Tu sais, quand on tournait L'Imposteur, ça coûte cher d'avoir 2 personnages qui sortent, puis qui se mettent à marcher, puis ils embarquent dans un char, puis ils font 2 coins de rue. Ça, c'est des blocages. Il y a tellement de frais qui s'ajoutent à ça que c'est facile de se faire dire « Hey, on est un petit peu short, là. Ils peuvent-tu se jaser dans le corridor en place? » Là, tout à coup, t'as un show de corridor. T'as un show entre 3 murs tout le temps, puis c'est plate, tu sais. Fait que, tu sais, pour avoir un show qui bouge, puis avoir de l'action, les gens aimaient ça, L'Imposteur, parce que ça bougeait, puis... Mais ça coûte cher, c'est difficile. Tu sais, quand tu as 500 000 par épisode. Là, il faut que ça marche, fort. Ouais. Demain des hommes, ça a l'air d'avoir été assez compliqué. Là. Ils ont mis quand même beaucoup de temps, beaucoup d'attention, Il fait que c'est quand même une série avec de la finesse, là, tu sais. Puis aussitôt que c'est pas 1 million, c'est coupé. Là. C'est ça qui est triste au Québec aussi. C'est une réalité différente. Il faut que ça marche fort, là, tu sais. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est plate. C'est pas ça de même parce que je trouve qu'on a un rapport aussi. C'est comme si on essayait de faire. On voyait notre cinéma ou notre télévision comme les Américains le voient ou les Français le voient avec leur investissement privé. T'sais. Nous, on est financé partout. Là. Puis TVA est aussi financé avec Radio-Can. Puis il y a comme un truc. C'est un bon point. Je pense qu'on devrait. On pourrait regarder la qualité un petit peu plus que les codes d'écoute. Ben ouais, puis je pense qu'il y a un moment où on devrait réaliser en télévision, surtout là, entre les réseaux, de faire notre télévision francophone. Il faut que ce soit un projet de société culturelle et non juste une guerre de réseau puis une guerre commerciale. Il faudrait se tendre la main entre les réseaux pour essayer de
développer une plateforme commune ou un financement commun pour aider à financer des projets d'envergure qui peuvent voyager, qui peuvent être achetés à l'étranger, tu sais. Ça se fait ailleurs aussi, là, tu sais. Ouais, ça, j'ai entendu ça souvent, là, tu sais, comme une plateforme commune, puis tout ça, mais on dirait que c'est un peu utopique, là. J'ai pas l'impression que ça va pouvoir se passer, mais il faudrait, là, tu sais, parce que... Je pense que c'est utopique parce que la génération en place a pas la même vision que nous, je pense. On est juste en dessous de la génération qui décident, là, dans les réseaux, puis je pense qu'on est dans une période de transition, puis j'ai l'impression, du moins je crois, là, que notre génération, qu'on va se retrouver à prendre le contrôle de la télévision puis le cinéma, il va y avoir des changements drastiques qui vont avoir lieu parce que on va se faire manger sinon. Parce que sinon, ça va être on regarde Netflix ou sinon on regarde une quotidienne. C'est tout. T'sais. C'est quand même de quoi qui a complètement changé la game. Netflix, c'est quand même assez... J'ai la misère à comprendre, en fait, ce modèle-là, là. Je sais pas pour toi, là, tu sais, c'est juste, j'ai vu passer une nouvelle récemment. Eddie Murphy, il le ramène à faire du stand-up, là, parce que ça fait des années qu'il n'a pas fait de stand-up depuis 87. 70 millions pour, je pense, 2 specials. Tu dis, des specials, ça coûte rien à TP. 70 millions. C'est assez incroyable, tu sais, le film que tu peux faire avec ça. Ouais. Tu peux faire une série complète, en fait, puis elle serait incroyable. Il sort du cash d'une manière que j'ai de la misère à comprendre. Je sais qu'en même temps, ils ne payent pas d'impôts. Puis... Mais tu sais, ça aide. Mais ils font ça, je pense aussi, parce qu'ils essayent d'augmenter leur chiffre, leur nombre d'abonnés aux États-Unis, qui est en réduction. Moi, j'ai lu un article qui disait que partout à travers le monde, Netflix, le nombre d'abonnés augmente, mais aux États-Unis, ça stagne ou ça descend un peu. Il y a plus d'offres, là, j'ai l'impression. Là, il y a Hulu, il y a Crave, il y a... Amazon. Ouais, c'est ça, Amazon. Ouais. Fait que, d'avoir un Eddie Murphy, ça peut faire en sorte que, je sais pas s'il y a 10 millions de personnes qui vont s'abonner pour regarder ça, puis ils ont un taux de rétention de 15%, ça fait quand même, c'est quand même des gens qui vont payer à chaque mois. Puis c'est continue comme ça à chaque fois, mais ils peuvent rentrer dans leur argent. On ne pourra jamais compétitionner avec ça, comme de peu importe quelle manière on le prend. Non, mais il faut offrir quelque chose de différent, tu sais. Ouais. Moi, je trouve ça difficile de payer pour un Tout.tv, pour un Illico. Ça fait beaucoup de frais pour plein de petites affaires, tu sais. Si j'avais une plateforme qui me coûtait 20$ par mois, puis j'avais tout, j'irais, puis je regarderais Radio-Can. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire, non? Oui, ils ont ramené un peu... Il y a V là-dedans, il me semble. Oui, je pense qu'il y a un truc comme ça, ils ont un deal avec... Ouais. C'est un début, tu sais. Je pense que... Mais c'est Radio-Can TVA, c'est toujours ça. Ouais. Mais toi, t'es rendu dans la production maintenant. Lentement, là. Ouais. J'essaye. Tu veux te diriger vers ça. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Est-ce que justement, tu veux que des projets que toi, t'aimerais voir à la télé ou au cinéma ou whatever, c'est sûr que la production m'intéresse parce que j'ai envie parce que j'ai des idées, point, puis qu'il y a des gens autour de moi qui ont des idées, puis c'est le genre de projet que j'ai envie de voir. Fait que j'essaie de donner une offre qui me ressemble un petit peu plus. Ouais. Mais, ultimement, j'aime la satisfaction d'avoir une idée, que ça allume les gens, d'aller chercher les gens les plus compétents, les mettre ensemble, travailler ensemble, qui trippent à travailler ensemble, puis que ça donne quelque chose, puis que les gens apprécient. Je trouve qu'il y a quelque chose de bien... c'est un peu comme un jardinier, là. Ouais. T'es pas le légume, nécessairement, là, mais t'es comme participer à tout mettre en place pour que ça donne ça. Mais ça prend des qualités de leadership, quand même, puis j'imagine que ça prend aussi des qualités de gérer des chiffres, là. C'est remplir des chiffres dans des colonnes aussi, là. Moi, disons que je suis pas un producteur... non, le côté financier, c'est vraiment pas mon expertise. Mais quand même, t'as l'air au courant un peu des chiffres, là, combien ça coûte faire un épisode, maintenant. Ben, parce que tu vois... Tu sais, moi, j'ai commencé super jeune, fait que j'ai vu la différence de... à quel point... Quel âge t'as commencé? 3 ans. Aïe. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, quand j'ai vu, quand j'étais jeune, les plateaux, comment c'était, autant en cinéma qu'en télévision, puis à quel point ça a changé avec le temps. Puis des choses qu'on a pris pour acquis pendant longtemps, qui sont plus là, tu sais, qui n'existent plus, tu sais... c'est difficile d'avoir une loge, tu sais, un endroit pour se reposer maintenant en télévision, littéralement, là. Puis tu sais, c'est pas juste... Tu dis, c'est pas, OK, les vedettes, eux autres, ils ont des loges. Non, là. Moi, j'ai vu Pat Robitaille pendant l'heure de lunch, j'allais se coucher dans son char, là. Tu sais? Non, mais littéralement, là, c'est pas parce que... C'est pas parce que c'est une vedette qui est nécessairement... Tu sais, les budgets sont serrés à ce point-là. Puis à un moment, faut que tu décides de faire des compromis parce que tu veux que la qualité se retrouve à l'image, tu sais. Puis à l'époque, c'était pas ça pantoute, c'était autre chose complètement de ce que tu il y avait des loges, puis il y avait des transports aussi, tu sais. Moi, il n'y avait aucun acteur qui se conduisait lui-même pour aller au travail, là.
Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, tu sais, il y a eu des productions qui étaient tellement plus efficaces que là, on a copié ça parce que ça coûtait moins cher. Tu sais, Fabienne Larouche, je sais qu'elle est reconnue pour ça. Là, je pense que la méthode Fabienne a été copiée par bien des gens, mais je pense qu'il y a aussi... Tu sais, ils se sont rendus compte, une moment donné, que tu n'avais pas besoin d'investir beaucoup pour faire de l'argent nécessairement. Tu pouvais. Puis, tu sais, il y a tellement peu de jobs au Québec. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à travailler pour moins cher, au final. Tu sais. Mm-hmm. Je pense que si tout le monde, on s'assoyait puis on faisait une grève, puis on faisait comme, sérieusement, il faut vraiment s'asseoir puis revoir notre méthodologie de travail, puis l'argent qui est investi, là, peut-être qu'il y aurait des changements, mais tu sais... Mais le public. Si c'est bon, j'ai envie de le faire, puis il faut que je travaille, puis je vais le faire, là, tu sais. Mais le public a beaucoup son mot à dire dans la qualité des séries aussi. Tu sais, si y a un réseau qui produit une télésérie, genre en carton, là, tout croche, puis tout ça, puis c'est un méga succès, il serait vraiment stupide de ne pas continuer ça parce que ça coûte pas cher, puis tout ça. Puis, tu sais, on parlait de Demain des hommes. Tantôt, puis je veux dire, il y avait de l'argent qui était mis, ça se dirigeait pas mal à moi, là, genre ma génération, puis on l'a pas écouté, on l'écoute pas, on n'écoute pas la télé, on est sur Netflix, on est sur nos ordis, puis tout ça, fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être, je sais pas c'est quoi la solution en fait, parce que ceux qui mènent en ce moment au Québec, c'est pas nous autres, là, tu sais. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense pas que la télévision est dirigée envers nous. Je pense pas que c'est nous qui regardons le plus la télévision, tu sais, ils produisent pas du contenu pour des gars de 35 ans du Myland, là. Non. C'est pas un marché, ça. Non, puis quand tu vas sur Facebook, c'est pas du monde de 35 ans du Myland qui vont laisser des commentaires non plus. Fait que, tu sais, je pense que ils se rendent compte qu'à l'extérieur de Montréal, ça regarde beaucoup la télévision. Fait que c'est eux autres, le public, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, si moi, je me reconnais pas, puis je m'en vais checker Netflix parce que je me reconnais plus dans leur offre, j'aide pas... C'est comme un serpent qui se mange la queue un peu. Là. Il y a comme un truc où on regarde pas vraiment la télévision, mais on regarde parce que ça nous ressemble pas. Mais parce que ça nous ressemble pas, on regarde ailleurs, mais on n'est pas là à faire comme « Hey, ça nous ressemble pas ». Je pense que si on était tous là à regarder la télévision et à se plaindre que ça nous ressemblait pas, ben... Je généralise, il y a quand même pas mal d'émissions qui sont vraiment de qualité puis sont vraiment tripantes. Là, mais c'est difficile. T'sais, pour moi, Série Noire, c'est une des séries les plus tripantes qui ont été faites au Québec. Ouais. C'est pas un succès, là, zéro. Là. Ça avait zéro été un succès, je me rappelle pas c'était quoi les chiffres. C'est un succès critique, je pense, là, puis de niche. Ouais. Mais tu sais, une niche au Québec, c'est pas gros, là. Si tu fais aux États-Unis, tu fais une série nichée pour une petite partie de la population, mais c'est quand même plusieurs millions de personnes qui vont la regarder. Non, c'est sûr. Ta niche, tu la trouves à travers le monde. Au Québec, on est pris avec notre peu de population. Là, fait que... Ouais, mais comme tu disais tantôt, vu que c'est nous autres qui financent, ça serait le fun aussi de valoriser les projets artistiques qui prennent des risques, qui sont intéressants, puis de les laisser là, même si c'est pas un méga succès, parce que c'est de même que finalement, tu vas amener un public différent. Puis tu sais, je veux dire... On parle depuis tantôt, le public qui écoute la télé, il est vieillissant. Là. À un moment donné, il va décéder, puis qui va rester, ça va être nous. Puis s'il n'y a rien pour nous, je veux dire ça. Ouais, mais on va être rendu vieux, peut-être qu'on va vouloir regarder ça aussi. Non, c'est vrai, dans le sens que... On va pogner le bâton. Mais tu sais, nos goûts changent avec le temps aussi. Là. Fait que, c'est sûr. Je pense que c'est facile pour nous autres de dire qu'on va être pareil, rendu à 60, 65, mais peut-être qu'on va vouloir regarder la télévision pour... On voudra pas regarder un trailer parce que ça va nous stresser, tu sais. Ouais. On va vouloir regarder de quoi bien relax, puis regarder un autre téléroman, on va être bien heureux. Tremblay à nous autres. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Ah ouais, non, c'est clair qu'on change. En plus, ben, c'est ça, tu le vois. Moi, je suis rendu en banlieue, je suis à Longueuil. En fait, je suis un peu invité pour ça, parce que toi aussi, t'es à Longueuil, mais je t'ai invité parce que tu sais, t'étais un gars qui m'intéressait, puis ça, mais j'étais comme, crème, s'il est pas loin, ça pourrait être le premier invité. Ouais. Toi, t'arrives, puis moi, je suis sur le bord de repartir. Ouais, c'est ça que tu viens de me dire. Ouais. Pourquoi Longueuil, en fait? Pourquoi t'as commencé à vivre ici? J'ai habité pas mal toute ma vie dans le Centre-Sud, puis j'ai vendu où j'habitais, puis j'ai pogné une série en Angleterre, fait que j'ai comme loué un appart en attendant pour mettre mon stock. Je suis parti 7 mois en Angleterre, puis quand je suis revenu, j'ai commencé à checker. J'étais pas pressé, tu sais, j'avais l'appart, puis je voulais de l'espace. J'étais comme un tanné un peu de... Tu sais, j'habitais centre-sud, mais bruyant. Là. Ben oui, c'est toujours un peu brillant. Ouais, mais là, c'était vraiment un coin bruyant quand même. Puis, je cherchais un sol, je cherchais une cour. Ouais. Je voulais avoir un peu de quiétude. Puis,
Puis je suis pas millionnaire, fait que c'est un peu difficile de trouver de l'espace, puis... Moi, c'est pas millionnaire. de l'espace, puis... Je suis pas humoriste. Fait que... J'ai de l'espace, puis de la verdure à Montréal, en bas d'1 million, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai cherché, puis je suis tombé sur une super belle maison, collée sur le pont. Tu sais, je pense que... Tu sais, sincèrement, je pense que... T'étais plus creux dans Longueuil. Moi, j'aurais pas réussi. Je pense que j'aurais pas pu assumer. Mais j'étais tellement collé sur le pont. Puis regarde, ça fait 3 ans et demi, genre, que je suis là. Puis quand on me demande où j'habite, je dis à Longueuil, collé sur le pont. Pas. Non, vraiment pas. Ben, je l'assume. Je suis vraiment bien chez nous. C'est vraiment une belle maison. C'est un super beau quartier. La rue est le fun. Les voisins sont cool. Je suis vraiment bien. Il faut l'artiste à Longueuil maintenant. Mais ouais. C'est pas nécessairement ça que je cherche. Mais c'est drôle parce que quand j'ai visité la maison, l'agent d'immeuble se mettait à name-dropper tous les gens de l'UDA qui étaient autour. J'étais comme, sérieux, je suis pas la bonne personne. Tu vas pas me convaincre là, avec ça. Il fait pas ça à Montréal, mettons. Dans le quartier, il y a un tel. Ouais, vraiment. Là, puis au coin de la rue, puis c'est fou. Là, fait que j'étais, non. Tu vois que c'est une autre mentalité quand même, là, tu sais. Moi, je fais mes petites courses, puis c'est la première fois que je me fais reconnaître, puis je me fais parler, puis tout ça. À Montréal, ça n'arrive jamais, même par les gens qui me reconnaissent parce qu'ils n'en ont rien à chier. Il y a une mentalité quand même différente. Ouais. J'imagine que tu avais une opinion défavorable de la banlieue. Non. Avant... Non? Zéro? Mais tu sais, moi, je viens de Pointe-aux-Trembles. Fait que, tu sais, je viens de Montréal, je viens de l'île de Montréal, mais pour les gens, j'habitais en banlieue. Puis il y a un peu le feeling de banlieue à Pointe-aux-Trembles. C'était un peu. Tu sais, je marchais. Je faisais 5 minutes de vélo, j'étais sur le bord du fleuve. Il y a comme ce rapport un peu à. Je jouais dans les champs, je ramassais des couleuvres, je buvais à hausse. C'est comme ça, un peu ce côté-là, un peu de banlieue. Fait que, tu sais. J'avais un ami qui habitait pas loin aussi. Fait que j'étais allé une couple de fois. Puis je voyais à quel point c'était pas loin. Puis surtout, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour la maison. Puis tu sais, ça me dérangeait pas vraiment d'habiter à Longueuil. C'est juste que quand tu déménages là, tu vois à quel point En fait, c'est souvent les gens qui viennent pas de Montréal. Ouais, c'est vrai. Tu sais, moi, c'est plus... moi, les gens qui viennent de Montréal, il n'y a pas tant... J'ai pas tant d'amis qui viennent de Montréal, mais ceux qui viennent de Montréal, ils s'en foutent un peu que j'habite à Longueuil. C'était c'est cool. Mais quand tu viens de, je sais pas, là, de région, de Québec, whatever, t'arrives à Montréal, puis t'es tellement comme ancré dans... Tu sais, t'es venu à Montréal pour ça. Tu l'as choisi, là, puis là, tu t'identifies. Puis là, t'es comme, puis moi, je suis mon quartier. Toi, tu viens d'ici, pourquoi tu t'en vas à l'autre bord du pont, tu sais? Ouais. J'étais comme, venez chez nous, vous allez voir, là. Je peux pas avoir ça, tu sais. Je peux pas avoir ça à Montréal. Là. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange à la banlieue. C'est quand même une bébite assez particulière. On dirait que c'est un espèce de concept qui est assez weird. Tu sais, les quartiers résidentiels, comme nous, on habite ici, puis là, on va magasiner ici, puis on va le parc est ici, puis c'est comme, pour tout mélanger ça, ça serait cool, là, ça serait super. Oui, puis c'est drôle parce qu'il y a toujours le truc de... Tu sais, je me souviens, un moment donné, quelqu'un me parlait du 10-30, tu sais, puis j'allais m'entraîner au 10-30, puis mon trainer était là-bas, puis il me dit « Ah, le 10-30! » J'étais comme « Ouais, mais tu sais, quand tu vas faire tes courses, tu sais, il y a du parking partout. » Puis là, en même temps, j'étais comme « Ouais, à Montréal, j'ai pas tant besoin de mon char pour aller magasiner. » Dans le fond, tu sais, j'ai pas tant besoin du parking, là, tu sais. Ben ouais, c'est ça, mais tu es en train de nommer un problème, dans le fond. Ouais, non, c'est ça, je vais juste pas aller chez Costco, là, je vais acheter au fur et à mesure, là, tu sais. Mais ça, c'est le 10-30, c'est ça, c'est l'apothéose, espèce de mentalité de banlieue, de tout, on a tout mis là, tout est là, c'est rendu une ville de tout ce que tu as de besoin, puis t'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est très américain, ça aussi. Ouais, puis c'est toutes des franchises, c'est toutes des... c'est ça, c'est pas des petits commerces de quartier. Non. Non, puis c'est tough d'avoir un regard dur sur la banlieue, parce qu'en même temps, je pense que ultimement... La majorité des gens qui habitent en banlieue n'habiteraient pas en banlieue s'il y avait les moyens. Tu sais, t'es un peu forcé d'habiter en banlieue parce que tu veux une qualité de vie, mais tu veux pas tu sais, foutais les moyens d'habiter à Montréal. Tu sais, si tu veux une cour avec une piscine, puis je veux dire, bonne chance de trouver ça à Montréal à un prix qui a de l'allure, tu sais. Fait en même temps, tu sais, si tu commences à avoir une famille, puis tu vas avoir un certain confort, puis leur offrir un peu de verdure ou quoi que ce soit, mais tu sais, je peux comprendre. C'est pas tout le monde qui a la chance d'habiter en face d'un parc non plus, là. Non, mais tu sais, être intelligent, être intelligent, en même temps, c'est plus loin, mais on irait habiter dans un village un petit peu plus organique, mais quoi qu'il y en a de moins en moins, là, de ça, là. Je fais de la tournée, puis tu sais, les villages, comme... C'est rendu un Tim Hortons, un Subway, puis un McDo, puis tout ça, là. On dirait qu'on perd un peu ça. Un gros BMR, puis... Exactement. Tout le monde veut reproduire la banlieue, finalement, c'est rendu le rêve. Ouais.
Pour moi, genre, l'élection de la CAQ, c'est comme l'apothéose de la banlieue. La banlieue, c'est répandu complètement. La pensée banlieue a gagné. Ben oui, parce que Montréal n'a pas rapport dans... Tu sais, Montréal est vraiment différent du reste du Québec, là, on s'entend. Il y a vraiment une... C'est drôle parce que le reste du Québec prend des décisions toujours par rapport à l'idée qui se font de Montréal, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, à chaque fois que on parle de ça, puis tu sais, Montréal est complètement différent des régions, puis ça, mais crème, c'est juste du monde de région qui est à Montréal, en tout cas, moi que je connais. Je veux dire, il y a bien, tu sais, du monde de Montréal, j'en connais un peu, là, mais en général, c'est pas mal du monde d'ailleurs. Le monde, tu sais, je pense que la proximité change le rapport entre les gens, tu sais. Tu sais, moi, quand je vois des gens, ces réseaux sociaux, capoter sur les Arabes, puis qu'ils habitent à Port-Neuf, genre, puis je suis comme... Tu sais, moi, j'ai grandi à Montréal, j'ai habité toute ma vie à Montréal, je continue à dire que je habite à Montréal, même que je suis à Longueuil, là. Je suis vraiment allé sur le pont, t'sais. Mais j'ai aucun problème, il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas le grand remplacement. Tu sais, tout ça, genre, c'est toutes des idées... Puis tu sais, quand tu vis en proximité, tu as un rapport à l'autre qui est différent, tu sais. Ah, puis ça, je comprends ça aussi, tu sais. Moi, j'en connais, là, du monde. Moi, je viens de Québec, là, tu sais. Fait que je jase avec du monde qui habite à Québec, là, puis qui ont habité à Québec toute leur vie, puis ils ne sont jamais en contact ou presque avec des Arabes, puis tout ça, mais ils sont terrorisés, là, tu sais. Ils se font dire ça à tous les jours. Ils voient les nouvelles, ils voient les trucs internationaux. Ils sont comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme, puis les chroniqueurs, puis tout ça. Ouais. Ils deviennent une anxiété qui est comprenable, puis que tu peux pas leur faire comprendre, en fait. Tu peux pas leur dire comme, non, ça va aller, tu sais, je veux dire, si t'en connaissais, puis tout ça. Ouais. Ils sont pas en contact, faut que tu sois comme... Ça me déprime, ça, parce que on joue avec bien des affaires depuis plusieurs années, puis de plus en plus, uniquement dans le but de faire de l'argent. Parce que toute cette affaire-là d'islamophobie, puis les chroniqueurs, la polarisation des discours dans les médias, puis tout ça, la chronique qui prend le dessus sur la nouvelle, tout ça, c'est pour générer des clics, pour faire de l'argent. C'est juste ça. Tu sais, tout le problème, toute la montée de la droite est due à l'écroulement, genre, du système des médias classiques, de papier, de vendre de la publicité, puis que là, ça marche par clic, fait que t'as pas le choix de susciter... Tu sais, je suis pas mal sûr que... Je voulais pas. Tu veux pas name-dropper? Non, mais tu sais, je m'en venais, j'étais comme, faut pas qu'on parle de ça, mais évidemment. Ça a pris 5 minutes, là, mais tu sais, je suis pas mal sûr que plus de la moitié des gens qui lisent Martineau, c'est des gens qui sont contre Martineau, tu sais. Ouais, non, mais ça, c'est un gros problème. Non, mais tu sais, il y a comme un truc où en ce moment où j'ai l'impression que on s'engueule, puis on se fait des peurs, puis il y a une élite en haut qui est vraiment morte de rire, là. Moi, je le pense aussi, mais j'avais vu un débat quand même très intéressant de Jordan Peterson avec Slavoj Žižek, qui est un philosophe, puis ça. Puis les deux, tu sais, comme c'est un gars ultra de gauche, ultra de droite, puis tu sais, on débattu pendant longtemps, puis c'était pas vraiment si intéressant que ça, ce débat-là, là, mais il y avait des points intéressants, mais bref, ça pour dire qu'après ça, j'ai lu un résumé dans The Guardian de ce débat-là, et je trouvais ça très intéressant, son point de vue. Il disait qu'on réalise avec ces deux gens-là là, que, dans le fond, là, ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas comment on peut régler. On a des problèmes extrêmement graves en ce moment, que ce soit au niveau environnemental, nos sociétés, la démocratie, puis tout ça est pratiquement impossible à régler. Fait que tout ce qui nous reste, c'est nous, c'est se camper dans sa position, puis quand t'es de gauche, t'as besoin de quelqu'un de droite pour dire comme, gars, moi, je suis pas ça. Moi, gars, je vais te les partager, les articles de Martineau, je l'haïs, c'est un cave, je suis vraiment pas ça. Moi, ça me définit, moi. Puis les gens de l'autre bord, c'est la même chose. Les artistes de gauche, plateau, machin, nous autres, on n'est pas ça, la gauche caviar, on est ça. On a besoin de l'autre pour se définir. On a besoin d'un extrême pour se définir, puis pour se dédouaner soi-même de pas écouter, de pas tendre la main parce qu'on n'a pas de solution. C'est ce que j'ai l'impression en ce moment, on n'a pas de solution au problème. Je suis d'accord. Tu sais, évidemment, je suis de gauche. Là. J'habite sur le plateau de la Rive-Sud, en plus, dans le Vieux-Longueuil. Tu sais, j'ai pas l'impression que la gauche cède. Au contraire. Tu sais, j'ai pas l'impression que... Tu sais, évidemment, j'ai l'impression que je crois aux idées de gauche, mais j'ai pas l'impression qu'on
qu'on agit de la bonne façon pour régler quoi que ce soit ou pour améliorer quoi que ce soit. On démonise la droite, puis on le fait. Puis moi-même, je fais partie de ça. Je suis pas mieux que qui que ce soit. Là. Mais j'ai pas l'impression qu'on est pertinent à aider le problème. Puis je pense que tout ça découle de l'éducation. J'ai toujours l'impression que qu'un enfant heureux accompli, qui fait ce qu'il a envie de faire, dans quoi il est bon, qu'on l'a encouragé, qu'on n'essaie pas de le rentrer dans une case où si t'échoues tes mathématiques, t'es un cave. Puis que, tu sais, moi, je trouve l'examen du ministère, pour moi, c'est abominable de faire ça à des jeunes à une époque, à un moment dans ta vie où juste de te lever, c'est tough, puis d'être heureux, c'est tough. On te dit, si t'échoues ça, on va te comparer avec le reste du Québec, puis on va te dire, toi, là, t'es dans les plus cons de la gang. T'as rien compris, puis tu feras rien dans la vie. Tu sais, il y a comme... Mais c'est vrai qu'on est là, comment tu veux grandir là-dedans, épanoui, puis pas être en tabarnak, puis pas devoir blâmer quelqu'un pour ça? Puis tu sais, après ça... Tu sais, il y a plein de monde qui devait être bien bon en sport ou en art, puis qu'on les a forcés pour X raisons, parce qu'il fallait rentrer dans un cursus scolaire ils se sont retrouvés à échouer, puis à se retrouver à travailler dans une usine, ça leur tente pas, ou travailler dans un bureau, puis ça leur tente pas, puis ils sont malheureux, puis ils sont en tabarnak, ils sont payés dans le trafic pour rentrer à Longueuil. Tu sais, il y a comme un truc, tout ça. Après ça, ben Chris, faut bien... faut bien blâmer quelqu'un puis être en crise. Puis, j'ai comme l'impression que la gauche, au lieu de taper sa droite, devrait juste tout mettre leur énergie à essayer d'améliorer l'éducation. Je sais pas. Ben oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est à la base même que c'est pourri. Il n'y a rien qui peut pousser... Oui, mais améliorer l'éducation, on n'a pas vraiment le contrôle des leviers. Là, on n'a aucun... Il n'y a pas d'accroche, il y a pas de... On ne vit pas vraiment dans un système démocratique. Là, c'est une démocratie représentative. Y a pas de, on n'a aucun pouvoir. Fait que quand tu n'as aucun pouvoir, qu'est-ce qui te reste? Tout ce qui te reste, c'est aller taper sur quelqu'un puis dire hey, moi, je suis hot dans le fond, checker, je suis vertueux. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. J'ai l'impression que c'est un peu ça le problème de la gauche. Puis... C'est déprimant. Mais tu sais, ça me fait penser, je sais pas si... T'as-tu vu le special de Aziz Ansari sur non, Netflix? J'ai pas vu. Un nouveau, là? Ouais, non. T'as suivi un peu ce qui est arrivé avec Aziz? Ah oui. Il était dans le MeToo, un peu la fin du MeToo. Puis bon, il y a eu une histoire un peu problématique avec une fille, puis elle a rapporté ça sur ses réseaux sociaux, il s'est un peu défendu, puis après ça, il s'est comme carrément éclipsé. Là, on l'a pas vu pendant, je pense, plus qu'un an. C'était juste après qu'il ait fait sa série qui était extraordinaire. Ouais, Master of None, c'est vraiment une très bonne série. Puis bref, il revenait avec un special, puis il parle de ça au début du special, puis il dit que il sent mal que cette personne-là se soit sentie comme ça, puis qu'on devrait s'écouter. Enfin, il a bien fait ça. Moi, je trouve personnellement qu'il a bien fait ça. En même temps, à quelque part, il se met aussi beaucoup en valeur. C'est sûr qu'il veut sauver le cul un peu aussi, je veux dire, mais il a fait ça avec sensibilité, je trouve, puis avec écoute, puis en essayant de comprendre tout ça. Puis c'est beaucoup fait bâcher par du monde de la gauche, puis tout ça. Puis là, je réalisais que, OK, fait que vous autres, dans le fond, vous voulez pas perdre des gens sur des espèces de symboles sur qui taper ou vous voulez pas accepter le pas vers l'autre. Je veux dire, si on n'accepte pas la main tendue, on est fucked, là, tu sais, il n'y a aucune possibilité. La gauche se fait la guerre à la vertu, là, tu sais. Qui c'est qui va réussir à trouver la petite bébête qui fait en sorte qu'eux... tu sais, le truc des dreads là, qu'il y a eu à l'UQAM, je sais pas trop. Là. Ouais. Mon Dieu que c'était cave. Il y a bien du monde de être mort de rire à regarder la gauche être Ben oui, dessus, ça c'est un wet dream de la droite. Là. Ouais. On peut partager ça à l'infini. Même le gars, il disait, ça me fait chier que la droite m'ait instrumentalisé que je sois devenu un symbole pour eux autres. Mais ça, à chaque fois, ces affaires-là, je suis un peu comme... Tu sais, moi, cette affaire-là, moi, j'ai appris des trucs au travers là, par rapport aux dreads, par rapport à l'histoire de tout ça. Puis, je trouve pas ça nécessairement juste négatif, mais il me semble qu'il y aurait d'autres combats mais je pense qu'après, ce qui en découle de ça peut être pertinent dans la conversation, mais tu sais, pourquoi ça a été créé, l'événement initial est complètement ridicule. En fait, la conversation aurait dû arriver au début, tu sais. Il y a eu une réaction avant qu'il y ait eu une conversation. Il devrait avoir une conversation, puis après ça, il y a une réaction à la limite, s'il n'y a pas d'issue. Mais... Ouais, mais ça, c'est toujours ça, là, ou presque. Mais toi, t'es quand même actif sur Twitter, ce qui est assez surprenant. Plus maintenant. Ah ouais, ben, j'espère, man. Twitter, c'est le pire des médias sociaux. Il y a quelques mois, cet hiver, j'ai
J'ai effacé Facebook. Mais je n'étais pas très actif sur Facebook. Là, Okay. je poste rien. Là, puis c'était... mais je lisais beaucoup de stock. T'sais. Ouais. Puis j'étais tout le temps en crise. C'est sûr. Puis j'étais tanné. Fait que j'ai arrêté Facebook. Puis j'étais bien heureux. Puis j'allais beaucoup sur Twitter à cause de ça. Et... Il me semble que c'est plus toxique encore. Ça a été vraiment... Écoute, cet hiver, ça a été vraiment... Puis au printemps, c'était vraiment une expérience de marde sur Twitter. Là. J'ai vraiment réalisé à quel point c'était toxique comme environnement, puis qu'une minorité avait pris le contrôle. Ouais, complètement. Puis des adultes, là. Puis pas juste des caves, des adultes instruits, là. Moi, j'ai vu des trolls... j'en ai même parlé avec une couple, tu sais... C'est pas des analphabètes, là. Non. On se demande vraiment qui se cache derrière ça. Ben, écoute, moi, j'ai une bonne anecdote. Je révélerai pas grand-chose, là, parce que c'est quand même un peu... Ah, puis je m'en fous. Je pense que je vais le révéler. Je m'en calisse, finalement. Je n'aimerais pas c'est qui le troll, mais c'est comme quelqu'un qui a un nom de troll, là, qui n'a pas de photo ou rien, puis qui fait chier, là, qui est gossant, là, qui est agressant, et agressif aussi avec des vedettes, qui insulte, il humilie, il gosse, là, vraiment un vrai de vrai troll. Puis il y a quelqu'un qui s'est fait insulter dans le milieu artistique par cette personne-là, puis il l'a pris personnel, puis il a décidé de découvrir qui c'était, et finalement c'était un haut placé chez Renaud Bré, mais genre vraiment haut placé, là. Non. Ouais, fait que, tu sais, puis c'est quelqu'un que quand il s'est fait découvrir, il était comme non, mais c'est parce que moi, tu sais, je vais là des fois, mais je m'excuse, puis tu sais, il était pas, il était vraiment mal de ça, tu sais, c'était une espèce d'exutoire pour lui, je sais pas, il haïssait sa job, whatever. Mais ouais, c'était quelqu'un d'important, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui aurait pas dû faire ça finalement dans la vie. Il aurait pas dû aller insulter des gens sur Twitter, mais il s'est fait découvrir. Puis je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, moi, j'étais à bout, puis tu sais, j'ai essayé de faire un ménage à un moment, tu sais, j'ai bloqué énormément de comptes. Je me suis désabonné de plein d'affaires, tu sais, à un moment donné, littéralement, je me suis désabonné genre de 600 comptes, là. Okay. Puis j'essayais de trimer un peu mon newsfeed pour que ce soit plus, je sais pas, de la musique, des affaires plus légers, là, tu sais, puis... malgré tout, même à ça, c'est parce que les gens que je suis, ben, ils vont commander sur quelque chose, ça va apparaître. Ouais. Puis tu sais, c'est comme un accident de char, là. C'est comme, faut que tu checkes. Tu cliques sur genre les replies, puis tu checkes les réponses, puis t'es comme, ah, Seigneur Dieu. J'étais vraiment... Tu sais, je pense que je suis quelqu'un de très empathique dans la vie, puis ça me déprimait au final. Mm-hmm. Ça me déprimait, puis ça me faisait moins aimer l'inconnu, la personne que je connais pas. Je suis dans la rue, puis j'avais l'impression que je perdais un peu mon empathie, puis j'ai décidé d'unfollower tout le monde. Puis je follow juste mon attaché de presse, mon gérant qui tweet jamais. Juste de même, tu sais. Puis là, j'ouvre Twitter, puis j'ai rien. Puis des fois, je vais tweeter quelque chose. Mais je ne vais plus tweeter des gros trucs politiques, parce que je vais attirer de toute façon après ça. C'est ça qui arrive. Puis, je vois vraiment qu'il y a des gens qui checkent des hashtags. Là, les trolls, check les hashtags beaucoup. Fait que, tu peux juste faire un petit tweet sans nécessairement vouloir, sans faire une réponse à quelqu'un, quoi que ce soit, puis ça va attirer du monde. Fait que je me sens beaucoup plus heureux. Plus de photos sur Instagram, puis de légèreté. C'est un échantillon, c'est un mauvais échantillon, en fait. C'est un échantillon qui est biaisé. Je veux dire, je pense que Twitter attire ça aussi, c'est 140 caractères. Bon, là, c'est 240, je sais plus trop, là. Mais, résumer une opinion comme super court, c'est sûr, c'est pas nuancé, là. Puis c'est sûr, c'est ou bien négatif ou positif, mais qui veut être positif sur les réseaux sociaux? Personne. Je pense que tout le monde veut aussi être connu. Tout le monde veut atteindre un certain niveau de célébrité. Puis Twitter... à la base, ça a fait son succès parce que tu avais des célébrités qui étaient là, puis tu avais l'impression que tu étais. Tu avais accès. Tu avais accès à eux parce qu'ils pouvaient te lire. Puis c'était à une époque aussi qu'il n'y avait pas des 30 millions de followers. Mais même encore, tu te dis, ça se peut que cette personne-là ouvre son Twitter puis voit mon message. Puis je pense qu'ultimement, les trolls qui sont très actifs, puis je pense que j'ai lu un article américain qui disait. Je me souviens plus exactement des chiffres, là, mais grosso modo, c'était un genre de 15% ou 20% des gens sur Twitter tweetaient pour genre 90% des tweets. Fait que la majorité des utilisateurs étaient silencieux, en fait. Okay. Fait que ce qu'on voyait n'était pas représentatif de la faune de ce qui se passe vraiment, réelle sur Twitter.
Mais j'ai l'impression que ces trolls-là, les gens qui sont très actifs, pas juste des compagnies, quoi que ce soit, mais les trolls, là, ceux qui sont là pour chercher la merde, puis ils veulent leurs 15 minutes de gloire. Tu sais, quand Barrette a bloqué quelqu'un, ils ont fait un article là, sur un troll qui était bloqué par Barrette. Il devait tellement être content qu'on parle de lui dans le sac de chips. Le ministre Barrette. OK. J'ai pas suivi. Tu sais, X-Troll a été bloqué par Barrette, puis il devait tellement être content. Je pense que même, il y avait son... Genre, il l'a partagé. Ouais, tu sais, il y a comme ce truc-là aussi d'avoir accès à Guy Lepage, tu sais. Ouais, ça se peut, je vais l'envoyer chier. Là, il va me reconnaître. Tu sais, moi, j'ai eu souvent des filles, genre une russe, whatever, quelqu'un en anglais qui m'écrivait « Notice me ». Puis je trouvais ça tellement triste, là. Vraiment triste. Je voulais même pas liker leur affaire, puis j'étais comme, je veux pas t'encourager à penser de même, tu sais, je veux pas... Mais je pense que c'est ça, ultimement, c'est qu'ils veulent juste se faire... Ils veulent juste Ils veulent juste qu'on reconnaisse qu'ils sont là, puis qu'ils sont vivants, puis qu'ils ont quelque chose à dire, tu sais. Ouais, ça revient à ce que tu disais quand ta vie, c'est épouvantable, puis c'est pas ce que tu veux, t'es complètement frustré, puis tout ça. Le gars chez Renaud-Bré, non, mais il y a une grosse job, tu sais. Ouais, non, mais t'as raison. Ça veut pas dire que t'es heureux avec ta grosse job, tu sais. C'est pas nécessairement relié, en fait. C'est comme... En tout cas, c'est un phénomène particulier. J'imagine que dans une couple d'années, on va avoir un peu plus de recul, puis on va pouvoir comme décanter ça, puis réaliser, OK, on maîtrisait pas la patente encore, puis là, on la maîtrise mieux, puis tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on a une espèce de période charnière. Moi, je suis très pessimiste par rapport à moi, ça. Écoute, je suis pessimiste en général. Là, non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige... Ça s'améliore pas, en tout cas. Ça, on peut le remarquer. Tu sais, notre confort, le confort qu'on a suite à... on est relativement éduqués en général. On a des avancées médicales qui font en sorte qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. On vit pas comme à l'époque médiévale ou des années 20 où littéralement tu te rentrais une écharpe et tu crevais. Là, non, c'est une autre affaire. J'ai l'impression que notre confort nous a rendus cons, paresseux. Puis j'ai l'impression qu'on se dirige vers... une réduction de la population mondiale à cause de nous-mêmes. On va littéralement s'auto-détruire. Je sais pas, comme si ça on est... d'être notre projet, ouais. Puis après, j'ai l'impression que... C'est vraiment triste, là, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de bien qui va sortir de ça, une population plus allumée, plus réduite, qui détruira pas la planète, puis qui va permettre de survivre. On a besoin d'une catastrophe. On a besoin d'une couple de catastrophes. Filtrer ça un peu. Je veux pas dire qu'il faut... Non, c'est pas ça que je dis, mais je dis que j'ai vraiment l'impression que notre façon d'agir est très nocive pour nous-mêmes, puis qu'on se dirige vers... On se fait mal à nous-mêmes et on s'en rend pas compte. On est en train de se tuer nous-mêmes. C'est dangereux ce qui se passe, puis je comprends les jeunes, là, les jeunes début de secondaire qui capotent en voyant leur avenir, puis qui trouvent que l'environnement est tellement important parce que c'est dangereux ce qui se passe, littéralement. Ouais, mais là, je vais y aller dans la psychologie pop, peut-être un peu de philosophie cheap, là, mais j'ai l'impression que l'être humain, quelque part, intérieurement, on pense qu'on est là pour ça, pour se détruire, pour s'auto-détruire tout ce qui se passe. On dirait qu'on c'est quand même ça qu'on fait depuis le début, là. On a toujours fait ça, on a toujours fait des guerres, on s'est toujours entretués, on a toujours été dans l'autodestruction personnelle aussi. La pulsion de mort, là, finalement, là, qu'on appelle en philosophie, là, comme ça, on a ça profondément, puis que c'est peut-être ça, on est peut-être sur Terre pour ça, pour détruire un petit peu la patente, puis ça repart sur un autre cycle. J'avoue qu'on est un animal très mesquin comparé aux autres animaux. Là, tu vois pas un jaguar tuer juste pour le trip. Il faut détruire tout son environnement, puis après ça, j'ai plus de bouffe, ça va mourir de faim. C'est pas dans il y a juste des écureuils qui sont vraiment gossants, comme les humains. Ils vont juste détruire pour te gosser. C'est vrai. Mais c'est parce qu'ils tiennent pas avec nous autres. Ils sont toujours c'est ça. Ils font du mimétisme. Ouais, mais écoute, moi, je suis pas plus optimiste que toi, je te dirais, par rapport à l'avenir. Je vais repartir déprimé sur Roland Terrien. Tout le monde va pas déprimé de mon podcast. C'est ça. Mais non, je te suis sur Twitter, puis moi, j'avais pas remarqué que tu étais moins actif récemment, mais t'es pas quelqu'un de positif sur Twitter. Tu partages des articles là, qui sont quand même pas donnants, là, mais tu sais... vraiment. Là. Mais, donnants. Là. Mais tu te considères comme un gars... cynique en général dans la vie. Parce que c'est un peu ça aussi que ça nourrit les réseaux sociaux, c'est que tu fais du cherry picking de tout. Je veux dire, c'est même pas c'est des informations qui sont pertinentes aussi, là, mais à un moment donné, à force de toujours avoir ces informations-là, de tout mettre ça ensemble, c'est difficile de pas
Sentir que tout ça est extrêmement c'est exactement ce que je pesant. te dis. Tu sais, j'avais l'impression que je perdais un peu de mon humanité, tu sais, puis ma lumière, tu sais. Je trouvais que je me faisais éteindre, puis je passais beaucoup trop de temps là-dessus. Là. Tu sais, il y a comme un genre de FOMO, de fear of missing out de nouvelles là, aussi, là, puis de qu'est-ce qui se dit, puis t'as-tu lu le dernier article de telle personne, puis tu vu qui c'est qui a dit telle affaire, puis... Ouais. Tu sais, je pense que... Tu sais, je suis pas quelqu'un de négatif nécessairement dans la vie, mais je pense que de regarder beaucoup trop les réseaux sociaux, ultimement, m'a rendu plus négatif que je peux l'être réellement. Puis de me sortir de ça fait peut-être en sorte que je suis un petit peu plus heureux dans la vie puis un petit peu plus positif en général. Tu sais, je check les nouvelles le matin, puis c'est correct, là. Tu sais, c'est pas RDI qui va commencer à bâcher sur du monde. Là. Ça me sort, tu sais, il y a une piscine pour les chiens en Ontario, là, c'est comme, c'est cool. Tu sais, j'étais comme... mieux pour eux autres. Ouais, une course d'escargot, je suis comme nice. Tu sais, il y a comme... Tu sais, puis après, ça m'empêche pas de... Tu sais, j'ai plein d'amis qui carburent beaucoup aux nouvelles aussi, fait que, tu sais, je m'envoie des articles ici et là, mais tu sais, moi, j'ai passé le mot, là, tu sais, arrêtez de m'envoyer des articles qui vous mettent en crise. Ouais. Tu sais, parce que j'ai pas envie d'être en crise. Là. Mais t'as-tu une prédisposition à ça, là, tu sais, je sais pas si t'as un peu une image d'un, tu sais, l'acteur dark, un peu tourmenté. J'ai pas l'impression que... Non, mais je suis pas ça dans la vie. Non, vraiment pas. Ils ont quand même cette image-là de toi, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais. Ouais, mais pourquoi ça vient d'où, tu penses? On t'a prêté ça ou on m'a prêté ça. Je pense que ça s'est créé parce que j'ai eu un gros succès avec Crazy. Qui, du jour au lendemain, tu sais, je pense que dans le milieu, on me connaissait déjà. Ça faisait longtemps que je travaillais, mais le public me connaissait absolument pas. Puis c'est un film qui glorifie le personnage, qu'on m'a glorifié beaucoup. Ouais. Puis on voulait me voir dans des... On voulait m'entendre. Ton personnage était tourmenté. Puis... Ouais, mais tu sais, on voulait, je pense, me voir dans plein de trucs, puis faire sur plein de tribunes, puis savoir ce qui se passait dans ma vie, qui j'étais, puis tout ça. Puis je suis resté relativement à l'extérieur de ça. Fait que les gens commençaient à faire... Puis là, je me suis mis à travailler en France aussi, puis ça a donné tout un côté intellectuel, film d'auteur. Même si j'avais des comédies en France, ça n'a pas rapport là, nécessairement, mais je pense que les gens se sont construits un personnage... Parce que tu leur as pas donné. C'était qui le personnage? Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, je suis pogné avec ça, puis je peux plus casser ça, j'arrive plus à casser ça. Puis ça, c'est pas juste le public, là, c'est dans l'industrie aussi. Là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'imaginent que je suis pas là, que j'ai jamais habité en France. J'ai passé du temps quand je tournais et tout ça, mais j'ai jamais eu d'appartement en France. Encore l'an passé, quelqu'un me demandait « Hey, ton appart, es-tu à louer? » J'ai pas d'appart en France, j'ai jamais eu d'appart en France. J'ai jamais habité là-bas. Ça fait... Écoute, ça doit faire 5 ans que j'ai pas fait un projet européen. Okay. La dernière fois, c'était en Angleterre. C'était produit par Canal+, mais ça doit faire 7 ans, 8 ans que j'ai pas tourné en France, tu sais. Puis les gens pensent encore que je tourne en France là, régulièrement. T'avais-tu ce désir-là à un moment donné de déménager puis d'essayer de... Non, j'ai eu un moment que j'ai pensé acheter de quoi parce que c'était un bon deal puis c'était juste pour genre le louer. Là. Puis moi, j'allais habiter là quand j'allais être là, mais puis ça n'a pas à donner. Là. C'est super cher. Puis tu sais, j'ai jamais eu les moyens d'avoir 2 propriétés de toute façon. Là, je comprends. Mais il y a quelque chose qui me fascine de toi quand même. Tu sais, t'as eu des breaks, ben des acteurs ont fait comme « Mon Dieu, c'est parti! » Puis je mets tous mes œufs dans ce panier-là. M'aller habiter en France, m'en faire tout ce qu'il faut. Puis toi, t'as pas... c'est quoi? C'est juste que tu te laisses porter par les projets puis t'es pas, t'es pas un carriériste, hein, j'ai l'impression, tant que ça. C'est drôle parce que je pense que je suis plus dans ma volonté de produire quelque chose. Disons que je cogne plus aux portes. Puis ça, il faut. T'as pas le choix, tu sais. Ouais, mais j'ai un rapport bizarre avec mon métier, de toute façon, tu sais. J'ai jamais pensé travailler en France. Moi, c'est arrivé, le plus gros agent français m'a contacté, puis il me dit « Il y a de la job pour toi. » J'étais comme ben, « C'est absurde. Là. » Il n'y a pas beaucoup de jeunes acteurs de 20 ans. Je suis comme « Ben voyons donc, en France. Il y en a plein. Il n'y en a pas tant que ça. » Il dit « Ah, j'ai de la job pour toi, je suis certain. » Je suis comme « OK. » Puis tu fais l'accent comme moi, sûrement. J'ai jamais fait ça. Je viens de Pointeau. Je sais pas. Puis finalement, je me suis retrouvé là-bas sur un projet. Ça a bien été. J'ai eu un autre projet. Puis ça n'a pas arrêté pendant, je sais pas, 4-5 ans, genre. Puis... mais tu sais, ma vie a toujours été ici, je me sentais beaucoup mieux ici. Puis ultimement, tu sais, j'allais en France travailler parce que j'avais pas de job ici, tu sais. Fait que j'attendais juste de travailler ici, puis je répétais tout le temps que je travaillais ici, mais ça fonctionnait pas. On dirait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas. Puis j'ai jamais voulu... tu
sais, j'ai une timidité sur les plateaux d'entrevue, puis je suis réticent à révéler des choses sur ma vie privée et tout ça, parce que tu sais, j'aime jouer, j'aime être sur un plateau puis tout ça. Puis tout le reste, je suis capable de vivre avec, puis c'est correct, puis je suis pas malheureux. Mais pour moi, c'est pas là où j'excelle. Puis, tu sais, quand je dis que je veux pas être une personnalité publique, tu sais, j'aime avoir un certain niveau d'anonymat. Puis je pense que, regarde, on veut tomber dans la psychologie, là, à deux scènes. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer très, très jeune. À 3 ans, je faisais des téléromans puis tout ça. Puis tout mon primaire, je faisais des téléromans. Je manquais beaucoup de journées d'école puis tout ça. Puis j'allais à une petite école de quartier puis tout ça. Puis je me faisais pas mal boulier parce que tout le monde jouait au hockey, tout le monde jouait au baseball. Moi, j'étais à l'extérieur, je faisais des émissions de TV que leurs parents écoutaient. Puis les enfants, c'est très mesquin. Fait que j'ai passé un primaire très difficile. Puis on m'appelait la vedette. Puis c'était toujours péjoratif. Puis on m'écœurait là-dessus. Fait que pour moi, je pense que inconsciemment, maintenant, je pense que c'est conscient, là, mais inconsciemment, je pense que j'ai toujours associé le vedettariat à quelque chose de négatif. Puis quelque chose qui faisait en sorte que ça m'enlevait quelque chose dans mes rapports humains. Que je pouvais parler à quelqu'un, puis à la minute qu'il savait que je faisais de la télévision, mais tout à coup, son regard changeait sur moi, puis c'était rarement positif. C'est 100% vrai, quand même. Fait que, pour moi, je me disais, si on me donne un statut, j'ai jamais été à l'aise avec ça, puis littéralement, tu sais, je pense les gens, surtout quand j'ai fait l'imposteur, au Canadian Tire, on me reconnaît, puis on aime la série, c'est super cool, ça, j'ai pas de problème. Mais tu sais, quand j'arrive dans un show, un gala, puis qu'on met un spotlight, on me met sur une scène, puis tout ça, puis tout à coup, je fige parce qu'à chaque fois, je pense, en grandissant, qu'on mettait le spotlight, puis il y avait quelque chose de négatif lié à ça. T'sais. C'était tout le temps parce que t'es différent. T'es différent de nous autres. T'sais. T'es une vedette, t'es pas pareil comme nous autres, tu penses pas comme nous autres. Ah ouais, t'habites là, toi, t'es de même, tu fais ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours trouvé plus à l'aise et plus heureux avec un certain anonymat, dû à ça, je pense, en partie. Puis il y a aussi la vie, tu sais, elle fait en sorte, tu sais, moi, je voulais travailler au Québec, je travaillais en France, des portes sont ouvertes aux États-Unis, mais tu sais, au moment où les portes s'ouvraient aux États-Unis, ben, il a fallu que je déménage là-bas, que je travaille 6 mois sur mon accent, puis je reparte un peu à zéro. Mais là, on m'offrait de la job en France. Je suis en France, tu sais. Là, je reviens de la France, puis j'ai de la job ici, puis une job en Angleterre, puis là, je me dis, ben, j'ai-tu envie de m'en aller avec 3 colocs à LA, genre, puis faire pilot season, puis faire des auditions, travailler mon accent, puis repartir à zéro, même quand... Tu sais, moi, je demande juste à faire des projets intéressants puis à bien vivre, tu sais. Fait tu sais, moi, mon but, c'est pas... Moi, j'ai pas décidé de faire ce job-là parce que j'ai vu les Oscars puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire dans la vie, tu sais. Fait que mon but ultime, mon bonheur ne réside pas dans la finalité de tout ça. C'est plus dans la quotidienneté du travail. Fait que tant que je peux travailler sur des projets qui me rendent fier quand même, je vais être heureux. Tu sais, c'est pas tu sais, quand tu gagnes un Jutra, on te dit, toi, tu vas gagner telle affaire un jour. Tu sais, j'ai gagné un César, on me dit, hey, là, il va falloir que tu gagnes un Oscar. Je suis comme, Christ, tu gagnes. Hey, ouais, j'étais un gars de Pointeau. Puis j'ai gagné un César. Tu sais, genre, tu sais, l'absurdité de ça. Ouais, mais. Tu sais, il y a comme un truc où pour moi, je suis comme. Tu sais, je devrais déjà être content de ce que j'ai accompli. Fait que je regarde pas ce que je peux accomplir de plus parce qu'au final. Tu sais, je le vois dans la fierté que mes parents peuvent avoir ou mon entourage peut avoir, parce que c'est surtout ça quand tu as une récompense. C'est pas tout le temps de fierté pour toi. Là, tu sais, quand tu demandes à un Olympien, tu sais, qu'est-ce qui est plus émouvant, tu sais, gagner une médaille d'or ou regarder tes parents te regarder gagner une médaille d'or. Tu sais, c'est eux qui ont fait des sacrifices. Puis, fait que, mais en même temps, t'as pas l'impression un peu de refuser de jouer cette game-là que, tu sais, je veux dire, un acteur, là, c'est de la spéculation à quelque part. Là. Totalement. Tu vends que moi, je suis vraiment hot. Je pense que si j'avais joué... J'ai des trophées, j'ai des prix, j'étais en France, puis tout ça, c'est si j'avais monétisé ça, là, si j'avais nourri ça, je serais vraiment riche, je pense. Je serais... je serais sûrement pas là parce que j'aurais pas déménagé à Longueuil, au final. Parce que la seule raison pour laquelle tu m'as invité, c'est parce que j'habite à Longueuil. Mais t'as pas l'impression d'avoir retenu les chevaux un peu de... Oui, mais en même temps, ça me ressemble pas. J'aurais pas été à l'aise de faire ça. T'sais, mais t'aurais été quelqu'un d'autre. T'aurais fini quelqu'un d'autre. J'ai fait l'imposteur. On me parlait, ça va de soi de faire des quiz télé. T'sais. Puis là, ça va de soi, mais vraiment, c'est très payant de faire des quiz télé. Là. C'est pas pour rien que tout l'UDA le font, le fait. C'est parce que c'est payant. Ça paye ton loyer. Là. Ouais.
Puis tu sais, quand je leur dis que je veux pas le faire, c'est pas parce que je regarde ça de haut, là. Je vais pas cracher sur de l'argent comme ça, puis ils ont l'air d'avoir du fun, puis j'ai du fun à jouer à des jeux chez nous, mais je serais pas bon, je serais pas à l'aise. Ouais. Je suis gêné devant un public comme ça. Fait que ça sert à rien d'y aller, puis d'être poche, puis qu'ils me réinvitent pas, puis qu'au final, ils fassent « Hey, Grondin, il est vraiment chiant, ces affaires-là. » Mais je préfère qu'ils se disent, genre... Ah, je suis certain qu'il serait pas si pire, mais on le saura jamais, que hey, il avait raison, il était pas. Parce que je veux dire, dans ma vie, quand j'ai refusé quelque chose parce que je savais que j'allais pas être bon, puis que finalement j'ai plié, puis je suis allé, on m'a donné raison. Ouais. Fait que c'est ça. Là, je me connais, puis je sais que. Tu vois, moi j'ai dit oui, j'y vais, je suis poche, mais ils me réinvitent pas. Fait que j'ai eu un chèque. J'ai eu un chèque. J'ai eu un chèque, mais il y a quelque chose de particulier là-dedans. Ça me met extrêmement mal à l'aise de. Mais c'est encore ça, c'est l'espèce de glorification de la vedette. On mythifie ça, c'est incroyable de regarder une vedette jouer avec un nom collé dans le front. Il y a quelque chose de quand même vraiment niaiseux à tout ça que... En fait, n'importe qui a un certain esprit critique, un peu de cynisme, puis c'est pas... naturellement, c'est pas tant le fun à faire. Ouais, c'est drôle parce qu'au Québec, tu sais, nos plus grosses vedettes le font. Mm-hmm. Tu sais, saute là-dessus. Ailleurs, un quiz où cette proximité-là n'existe pas. Tu sais, tu verras pas Brad Pitt aller faire un quiz avec un nom dans le front, genre, tu sais, ou fais-moi un dessin, tu sais. Ce serait écœurant, ce serait un esti de bon show, mais tu vois pas ça, tu sais. Ici, on a tellement peu de jobs. C'est familial, tu sais. Oui, puis c'est ça revient encore au rapport de genre, on veut nos vedettes vraies. Tu sais, on veut s'imaginer que Véro et Louis... ils gagnent le même salaire que mon voisin. Tu sais, on veut absurde. On veut des mensonges, finalement. Ben, on veut pas savoir s'il est riche. Parce que là, on vient après ça avoir de la jalousie, puis ça perd. Tu sais, nos vedettes, nos plus grosses vedettes, nos plus riches, tu sais, les gens se rendent pas compte des fois à quel point il y a des vedettes qui sont riches au Québec, tu sais. Mais on n'a pas cette image-là, puis eux, ils entretiennent pas ça, ils en parlent pas. Tu sais, ils en parlent pas parce que c'est pas payant ici d'être comme ça. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Plus tu montes de l'argent, plus que tu vas en faire. Plus tu as de la valeur, ouais, mais c'est vrai, quelque chose de particulier. Tu sais, en humour, c'est un bon exemple quand même. Ça fait beaucoup d'argent. C'est pas tous les humoristes qui sont millionnaires, là, mais il y en a. Là, puis souvent, c'est des humoristes qui ont fait beaucoup d'argent en racontant le quotidien, là, les petites observations de la vie de tous les jours. C'est comme, hey, on a plus zéro la même vie de tous les jours. Puis toi, tu continues à entretenir ça, cette espèce de mensonge-là. Non, je suis pareil comme vous autres, gang. Mais après c'est la beauté de l'art de réussir à raconter une histoire qui ça fait, je sais pas, 10 ans que tu n'as pas fait ton ménage. Puis tu parles d'une anecdote de ménage, tu sais, si t'es hâte de le vendre, bravo, c'est hot. Non, mais c'est hot, tu sais. Oui, mais je trouve qu'en même temps, en tout cas, moi, ma vision de l'humour, c'est un peu que ça prend de l'honnêteté, ça prend... en tout cas, moi, je trouve ça intéressant quand l'humoriste est capable de parler de son quotidien, même si, tu sais, mettons, un des plus grands pour moi, en fait, sinon le plus grand, c'est Richard Pryor, puis qui racontait des anecdotes complètement... pas comme le monde, il est déconnecté, là, tu sais, il parle qu'il s'est acheté des animaux du zoo, puis, mais tu sais, il raconte des affaires vraiment intéressantes au travers de tout ça. Puis je sais pas si Ellen DeGeneres a fait un special aussi récemment où elle parle que, tu sais, elle faisait de l'humour d'observation avant, puis elle est rendue multimillionnaire. Puis comme ça a été tough, trouver des affaires que je peux relate avec vous autres, mais elle le fait, puis mais après, ça dépend, je pense que chacun a son style. Tu sais, moi, tu sais, un bon humoriste, un bon storyteller. Fait après que l'histoire soit vraie ou pas, tu sais, c'est... Tu sais, moi, j'ai tout le temps pris avec un grain de sel ce que les humoristes racontaient dans des stand-up, et je me dis, ça n'a pas besoin d'être vrai, tu sais. Ça a besoin ça a besoin de me parler à moi. Ouais. Tu sais. Après, je peux me faire une idée de la personne, mais tant aussi longtemps que ça parle au public, puis que le public peut se reconnaître, que ce soit vrai ou pas, il a réussi, il a landé sa joke, tu sais. Puis ça... C'est drôle, tu as une vision d'acteur du métier d'humoriste. Totalement, quand même, totalement, ouais. C'est intéressant. Parce que pour moi, c'est une performance. C'est une performance scénaristique puis de jeu. C'est sûr. Après, je m'en fous de savoir si c'est personnel ou pas, puis s'il y a quelque chose de... Tu sais, c'est en voyant Louis C.K., qui pour moi est un des humoristes les plus intéressants là, depuis longtemps. Moi, j'ai adoré tous les spéciaux. À chaque fois, là, j'ai tout regardé de lui. Puis quand on a su que c'était un gros dégueulasse, j'ai comme fait,
En même temps, ça fait des années qu'il nous dit que c'est un gros dégueulasse. Tu sais, il a jamais caché le fait que c'est un gros dégueulasse. Non, il l'avait pas dit clairement comment il le faisait. Mais quand il disait qu'il s'était crossé dans la chambre de sa fille, c'était un gros dégueulasse. Ça fit avec le personnage. Exact. Mais... Ouais. Mais il y a une affaire en humour, par exemple, on parlait d'être la vedette, puis d'aller faire des entrevues, puis tout ça. C'est que, vu qu'on raconte des affaires sur scène, puis qu'on montre notre point de vue, puis tout ça, faut que ça soit quand même collé avec qui on est en entrevue. Puis souvent, tu te le fais dire, sinon, ben là, t'es pas si drôle que ça, puis t'es pas si cynique que ça. Dans ça, le c'est fond, tough. Ça, moi, j'ai beaucoup de... Moi, ça m'angoisse être un humoriste au Québec, là, même aux États-Unis, peu importe, là, mais... Parce qu'il faut tout le temps que tu sois on. Tout le temps. Puis tu peux pas aller faire une entrevue et parler de quelque chose parce que ton entrevue, il faut que ce soit un bout de sketch. Il faut que ce soit un bout de stand-up. Il faut que tu punches parce qu'à chaque présence est une publicité pour ton show. T'sais. Fait que, tu sais, si t'es invité à l'entrevue puis tu parles de la pluie puis le beau temps, whatever, le fait que tu viennes déménager à Longueuil, on s'en crisse à moins que t'aies des jokes. Ouais. Puis là, il faut vraiment que tu prépares. Quand tu vois des humoristes américains passer à un late night show, là, c'est littéralement un bit qu'ils font. Là. Non, c'est incroyable. C'est quoi, maintenant, il y a ça, il y a une petite mode au Québec là, où il y a des humoristes qui rodent leurs remerciements potentiels je me trompe aux Olivier, là, parce que c'est pas mal plus ça. Fait qu'ils rodent ça. Genre au bordel ou whatever. C'est comme, hey, je vais vous roder mes remerciements, je sais pas trop si je vais gagner, mais il faudrait que ça soit drôle, fait que je vais vous faire ça. Puis... Mais tu sais, ça, c'est là, on est à l'apothéose de faut être on tout le temps. Mais c'est pas gênant de faire ça? Moi, je trouve ça ultra gênant. Je trouve ça ridicule. Mais écoute, c'est quand même, ils ont quand même raison. C'est quand même la réalité dans laquelle on vit. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que tu as un spot télé, c'est une pub, c'est une promo, puis il faut que tu sois on le plus possible. Moi, je le fais pas, puis je veux dire, je devrais probablement le faire. Ça serait positif pour moi. Mais bon, mais toi, il y a une espèce de problème, pas le problème inverse, mais tu sais, les gens, là, comme mettons le Crazy, là, les gens, ils ont capoté sur le personnage. Là, ils ont tripé dessus, puis ils l'adorent, puis tout ça. Mais toi, t'es pas ton personnage. Toi, t'es quelqu'un de complètement autre, là, tu sais. Comment tu fais pour... parce que les gens, ils finissent par t'associer à ça, là, tu sais, sont en amour avec le personnage, puis ils viennent te voir, puis c'est ça, puis plusieurs de tes personnages que tu as fait, tu deviens ça, tu sais. Mais je pense que c'est moins pire pour moi parce que... Y a de la place pour toi, là, dans tout ça, là, tu sais? Oui. Ben, je pense que si je faisais une quotidienne, ce serait autre chose. Ouais. Tu sais, tu demandes à n'importe qui fait District 31 ou même des grosses séries, là, des longues séries comme du Unité 9, tout ça, les gens, ils parlent dans la rue comme si t'étais le personnage, tu sais. Moi, je fais un film, puis souvent, il y a un long moment entre le visionnement du film puis le moment où ils peuvent me croiser. Je suis pas là toutes les semaines dans leur télévision nécessairement. Puis même l'imposteur, c'était la saison 1 surtout, là. Les gens avaient tout le temps quand même... C'était tout le temps un peu... s'ils parlaient au personnage, ils le faisaient avec un clin d'œil, tu sais. OK, au moins. Ils disaient « Ah, en tout cas, t'as le don de te mettre dans la merde, toi. » Tu sais, il y a comme tout le temps ce truc-là de... OK. Ouais, je pense que justement parce que je suis pas là souvent dans leur salon, ils me voient encore comme... Ils catchent un personnage. Ouais. Ils me voient encore comme l'acteur. je sais pas. Mais c'est bon, ça, c'est positif. J'essaye aussi de me changer le plus possible physiquement c'est vrai quand même, entre les personnages, tu sais. Tant aussi longtemps que je peux ne pas avoir de l'air de ce que j'ai de l'air dans la vie de tous les jours, ben premièrement, c'est un trip, là, puis ça m'aide à travailler, mais je trouve ça le fun aussi que... Tu sais, je me souviens une fois, ça fait longtemps, là, mais je m'étais fait dire à la sortie de film, on est allé présenter un film dans lequel je jouais, puis on a fait le Q&A, tout ça, puis en sortant, il y a quelqu'un qui est venu voir, puis il a fait comme « Hey, je vous aurais jamais reconnu. Si vous aviez pas... Si on m'avait pas dit que c'était vous, là, je vous aurais jamais reconnu. » C'était quoi le... Je me souviens même plus. Je pense que c'est un film... Ça n'a pas rapport, là, ça. Mais là, j'étais comme, mon Dieu, c'est le fun. Tu sais, c'est le plus beau compliment. C'est que tu as réussi ton travail. Ben, c'est ça. Là. Ça ou genre des amis proches qui me disent après 3 minutes dans le film, je t'ai oublié. Ouais. Ça, c'est hot aussi. Mais ça, je peux pas faire ça, j'ai l'air de ça. C'est vrai. C'est vrai que si, ouais. Mais c'est vrai que tu te métamorphoses quand même beaucoup. J'essaie. Dans l'affaire du monde, là, c'est comme c'est une autre personne. Il fallait carrément que tu ressembles à cette personne-là. Mais puis là, il y a Mafia Inc. Là, qui sort bientôt. Est-ce que tu choisis les projets en fonction de ça, en fait? Essaie que ça t'amène complètement ailleurs puis que tu puisses t'amuser finalement. Là, pas consciemment, mais je pense qu'inconsciemment, oui, parce que ultimement, c'est le genre de projet qui m'allume. C'est quand je peux justement me métamorphoser un peu. Mais il faut que ça fasse du sens, il faut que ça me parle. T'sais, ça arrive souvent que j'ai refusé des trucs, j'avais l'impression que j'étais pas la bonne personne pour faire ça. Puis
Mais... Tu passes encore des auditions, toi? Ou Rarement. Ouais. C'est très, 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 très rare. C'est cool, ça. Parce que ça c'est cool, mais en même temps, tu sais, je suis pas contre nécessairement passer une audition. Ça fait du sens. Ouais. Mais c'est pas comme si on se pitchait non plus pour m'offrir des rôles non-stop. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ben, tu sais, si ça prend une audition, puis ils se disent, on ne demandera pas parce qu'il ne voudra pas auditionner, ben, demande-les, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, passer une audition ou pas passer une audition, tu sais, j'haïs passer une audition, je suis poche en audition, puis je suis content de pas en passer ultimement. C'est violent, cette affaire-là. Mais, tu sais, je me souviens, sur l'affaire du Monde, on a passé des auditions, puis on a passé Marilyn Castonguay en audition, qui était exceptionnelle. Je pense qu'elle a dit 2 phrases, puis on était comme, OK, c'est elle. Puis, elle était super nerveuse, tu sais, avant de commencer à tourner, puis elle dit, c'était tough l'audition, c'était chanceux, toi, t'as pas eu à passer par là, tu sais, puis... Je suis comme, ouais, mais en même temps, je dis, toi, tu commences à tourner, puis tu le sais que c'est correct ce que tu as fait, puis c'est ça qu'ils veulent. Moi, je peux encore me péter à la face, là, tu sais, je peux me péter à la gueule, là. Oh non! Ouais, puis littéralement, là, pendant la première semaine, là, les 3-4 premiers jours, là, je me suis vraiment dit, pas du tout, c'est-à-dire qu'il a fait une erreur, là, littéralement. Mais avez-vous fait des screen tests, puis tout ça? On a fait des tests, quand même? On a fait des tests caméra, où on a essayé des looks, puis ça marchait pas du tout. OK. Ça marchait pas bien, en tout cas. Il y a eu des ajustements qui ont été faits entre les tests caméra puis quand on a commencé à tourner, mais on a commencé... écoute, la première scène qu'on a tournée, là, j'étais... Tu sais, quand tu joues, là, puis tout le long, là, coupé, puis tu fais « Mon Dieu, que je suis poche! » Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est fini. Tu sais, ma carrière est finie. J'ai scrappé ce film-là. Il aurait dû prendre quelqu'un d'autre de bien meilleur. Puis ça a pris un bout de temps avant de trouver le ton, tu sais. Puis d'assumer, je pense, aussi... la grosseur, parce que avec Dumont, ce qui était difficile, c'est beaucoup de responsabilité là, tu sais. Ouais, puis avec Dumont, c'était comme on joue quelque chose, tu sais, il fallait que je joue quelque chose de super gros, puis qu'il fallait pas que ça allait être de l'air gros du tout. Puis pour pas que ça allait être de l'air gros, il fallait assumer que j'allais jouer quelque chose de gros. C'était un peu c'est un processus un peu bizarre là. Puis je me rendais compte que j'étais un peu sur le break tout le temps, puis ça marchait pas. Puis à la minute que j'ai fait en fait, que je suis allé un peu plus à fond. Puis Poz, il a trippé. Puis après une semaine, genre, on a pris une bière, puis il m'a dit « Hey, je sais pas ce qu'on est en train de faire, si c'est bon, là, mais moi, je trouve ça hot en esti. » Puis là, j'ai fait « OK, on se pitch là-dedans ensemble, let's go. » Puis là, j'ai eu du fun, ça a été tellement une belle expérience. Est-ce que Poz t'a dit au début, comme « Ouais, je sais pas trop, essaye donc. » Tu sais, il était-tu genre diplomate à dire Ben, la première scène... Je pense même la première prise, il est venu voir, il a fait comme non, pas ça. Sec de même. Puis ouais, parce que normalement, c'est comme c'est pas mauvais, on va essayer différemment. Ben, en fait, tu sais, une relation entre un réalisateur et son acteur, faut qu'il se découvre. Puis, tu sais, chaque acteur est. Tu sais, un bon réalisateur, c'est un psychologue. C'est un bon psychologue. Ah, fait que, tu sais, il faut réussir à comprendre ce que. Tu vois, moi, faut pas qu'on me donne trop d'informations parce que ça me mêle. C'est vraiment, je vois vraiment l'instinct, puis j'ai une compréhension de texte puis tout, là, mais tu sais, quand je joue sur le plateau, faut pas que tu me mettes à me dire à telle phrase, tel mot, telle affaire. Ça marche pas, tu sais. Marilyn, par contre, Marilyn est très dans la précision comme ça, puis elle absorbe, elle aime ça, là, tu sais, Donzian. Fait que, tu sais, Pod réussit à nous diriger tous les deux sans... Mais ça, pour ça, il faut apprendre à se connaître, ça prend un petit bout de temps, tu sais. Puis je me souviens, il m'avait dit... Il dit la première scène, là, après genre 2 prix, je suis allé te voir, puis je t'ai dit plein d'affaires. Puis là, je suis revenu m'asseoir, puis je t'ai vu à la face au combo, là. Puis les yeux de chevreuil, là. Puis il dit, je me suis retourné vers la script, puis j'ai fait « Ah, si j'aurais dû fermer ma gueule. » Puis c'est ça. Après ça, faut juste, tu sais, normalement, faut juste trouver le bon rythme, puis après ça, c'est un petit peu plus, un petit peu moins, tu sais. Mais ça prend du temps, puis tu sais... T'as tout le temps de l'insécurité en début de tournage, tu sais. Surtout avec quelqu'un que t'estimes, tu sais. J'ai l'impression que t'as une relation quand même assez humaine avec les réalisateurs. On dirait qu'il y en a beaucoup qui deviennent tes amis après, tu sais. C'est important pour toi que la personne te connaisse, justement, là, sache sur quel bouton on peut peser, puis un certain respect mutuel. Tu sais, c'est pas évident. Faut que tu fasses vraiment confiance au réalisateur. Faut que tu te dises... ultimement, sa décision est meilleure que la mienne. Parce que des fois, tu feels quelque chose, puis ça n'a pas l'air de ça. Des fois, tu le feels pas pantoute, puis il faut que tu acceptes le fait qu'il a sûrement raison.
sais. Puis il faut que tu acceptes aussi le fait que, ben, dans cette relation-là, ce gars-là ou cette fille-là va pouvoir te dire, devant une équipe de 30-35 personnes, ce que tu as fait, non, c'est pas ça. Puis même si tu viens de brailler ta vie, là, même si tu es tout nu, il va te dire, ton travail que tu as fait, c'est pas ça encore, c'est pas bon ça. On va recommencer parce que c'était pas ça. C'était pas une erreur technique, c'était toi. Puis ça, c'est... Tu sais, faut que t'aimes puis que t'aies confiance en ton réalisateur pour accepter ça sans que ça devienne insécurisant. Parce que c'est très insécurisant, ultimement. Là. C'est fou, là, tu sais, juste à y penser, tu sais, ça te fait pas capoter, ça. C'est beaucoup de responsabilités, là, ça coûte cher des tournages, là, puis tu peux pas faire 45 takes, là, à un moment donné, là, tu sais, on est au Québec aussi, puis fait qu'il faut que tu sois tête, faut que tu mettes... En même temps, c'est humain, tout ça, là, tu sais, mais en même temps, toi, tu fais ça depuis que tu as l'âge de 3 ans. Ouais, mais tu sais, il y a comme un truc aussi où faut que tu aies un réalisateur qui te challenge puis qui te dirige, parce que tu sais, il y a beaucoup d'acteurs, la plupart des acteurs au Québec, là, ils travaillent tellement qu'on n'est jamais faux. Fait que tu sais, qu'on n'est pas bon, c'est pas qu'on est mauvais, on est juste pas... On n'est pas right on, tu sais. On a notre pilote automatique qui sonne bien, puis qui passe, puis il faut pas travailler avec des gens qui vont se satisfaire de ça, parce que c'est bleu, tu sais. Fait qu'il faut quand même que... Tu sais, moi, si Montréal me dit rien... Ça m'insécurise encore plus, excuse-moi, encore plus que s'il me disait quelque chose. T'sais. Ah ouais? Chris, ça n'a rien dit. C'est parce que, là, je suis en train de me dire, c'est parce qu'il est poche puis il trouve pas les mots. Genre, tu sais, c'est la seule raison. Tu sais, je peux pas croire qu'il y avait rien à redire dans ce que j'ai fait, tu sais. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un travail, un échange. C'est vraiment de la psychologie. Je trouve ça fascinant, moi, de voir travailler. Moi, je trippe à faire ce métier-là parce que j'aime voir les gens travailler puis à quel point il y a du talent sur un plateau puis le rapport entre les gens, parce que ultimement, un plateau, c'est des relations interpersonnelles. C'est comment gérer des relations des gens, puis aller chercher le meilleur d'eux autres. T'sais. À quel point c'est différent, c'était différent en France, parce que j'ai l'impression que la France, là, quand même, le milieu du cinéma, c'est bien implanté, c'est une machine bien huilée, c'est des grosses vedettes aussi, là, c'est un autre marché complètement. C'était quoi, sur les plateaux, c'était-tu des plus gros plateaux, j'imagine, beaucoup plus de moyens, ou ça dépend. Ça ressemble quand même pas mal? Ouais, ça dépend des projets. T'sais, j'ai fait des projets avec plus de budget, mais j'ai fait beaucoup de projets en France qui avaient un gros budget pour ce que c'était. Là, mais au final, c'est parce qu'ils tournent moins d'heures dans une journée, ils tournent plus de jours. Fait que eux autres, d'un tournage de 30 jours, ben, je pense que de plus en plus, ils en font. Là. Mais il y a 10 ans, 15 ans, ils n'en faisaient pas tant que ça. Là. C'était souvent des 50 jours. Pour ce qu'on peut faire, nous autres, en 25. Là, okay. Puis il y avait 2 fois le budget que ce qu'on avait au final. Okay, mais, je pense qu'il y a une peur de l'acteur. L'acteur a beaucoup plus de place pour être un trou de cul en France, parce que ça fait partie un peu du mythe. Ouais. C'est dans le folklore. Ouais, puis c'est poche parce que j'ai pas travaillé tant que ça avec des genres de réalisateurs-là, mais tu sais, un réalisateur qui se brise, qui se plie devant un acteur, il n'y a rien de plus... C'est un gros turn-off. Tu sais, tu perds... Tu sais, moi, j'ai littéralement vu des acteurs, des grands acteurs, là, qui arrive la première journée, puis le réal se plie devant lui, puis qui perd complètement intérêt. Il d'être là. Puis... ouais, puis... vous pouvez fumer, même si on n'a pas le droit. Tu sais, il y a des niaiseries de même, puis il se rend compte qu'il peut faire ce qu'il veut, puis là, il perd intérêt. Puis tout le long du projet, il se force pas, puis merci, vous étiez super bon, puis t'es comme, il dirige-les, Chris. C'est comme tout ce truc-là où... La super vedette, là. Ouais. On se les arrache. Des jeunes qui essayent d'avoir de l'air... ténébreux. Qui se la jouent un peu de par Dieu, puis qui vont arriver tout péter, pas avoir dormi, qui savent pas leur texte, puis que... Il y a plus, je pense, de moins en moins, parce que la nouvelle génération travaille plus, puis carbure plus à la méthodologie américaine un peu, là. Mais tu sais, ici, tu verrais jamais ça, là. Mais en même temps, c'est un réel... Tu travailles plus le lendemain, là. Non, c'est rare, tu sais. Mais tu sais, le réalisateur, le premier assistant, puis le DOP, c'est eux qui donnent vraiment la couleur, puis le rythme, puis le beat à un plateau de tournage. T'sais. Fait que si c'est un réal bien chill, avec un DOP bien chill, puis un premier bien respectueux, le plateau... tu peux avoir des plateaux plus rochants au Québec à la limite qu'en France. Ça dépend des gens. Mais c'est fou. C'est partout pareil au final. Ouais. Hein.
Un plateau, quand ça fonctionne pas bien, c'est parce que c'est un incompétent ou un cave. Fait que... Puis il y en a partout, les deux. Fait que... couple quand même. Je pense que la majorité des gens veulent tout le temps le mieux pour le projet. Fait que ça travaille relativement bien. Là. On a parlé un petit peu tantôt, mais j'ai quand même envie d'en reparler. Tu sais, toi, t'es un enfant acteur. Tu as commencé à 3 ans. Tout ça, c'était-tu genre toi qui voulais faire ça? Je vous dis à 3 ans, c'est probablement pas toi là, qui avait envie de... Ben oui, en fait. Ouais. Ben, en fait, j'ai un grand frère qui a quasiment 50 plus que moi. Puis ouais, il a commencé avant moi. En fait, mon père faisait Mon père a toujours été à la radio. Il faisait des voix, des fois pour de la pub. Puis il est allé faire une voix de pub. Mon frère a vu ça, il veut la pub. Il voulait faire de la télévision, il voulait faire de la pub, tout ça. Puis là, mes parents connaissaient personne. Ils ont demandé à gauche puis à droite. Ils ont eu le numéro d'une agence de casting. M'a envoyé une photo. Mon frère a commencé à faire des petits jobs. Puis moi, j'accompagnais ma mère, qui accompagnait mon frère. Puis je devais avoir, je sais pas, 1 an et demi, là, avant la même. Là. Fait que... Après un bout de temps, mon frère était à une audition, on était là. Puis c'était une audition pour des enfants de genre 8 ans, je sais pas trop. Puis le directeur de casting nous a demandé « Hey, ça te tente-tu, Marc-André, de passer l'audition aussi? » Il me trouvait cute, puis il disait « Je pourrais essayer de... » Puis moi, je voulais faire comme mon frère, parce que mon frère allait l'autre bord de la porte, puis moi, j'avais pas le droit d'y aller. Fait que je voulais faire comme lui, je voulais absolument y aller. Fait que j'étais allé, puis j'ai eu la pub, puis j'ai continué à travailler après. Puis tu sais, j'ai toujours eu du plaisir à faire ça. J'ai eu des parents qui m'ont beaucoup protégé, qui nous ont beaucoup protégés, qui faisaient passer les études avant tout. Fait que tu sais, même si je faisais du téléromans, puis je manquais des 3-4 jours dans la semaine, fallait que je travaille, fallait que j'ai des bonnes notes. Tu manquais 3-4 jours dans la semaine? Ouais, des fois, ouais. Aïe, aïe. Généralement, c'était du 3 jours. Je faisais, disons, 3 avant-midi. Disons, 2 jours où je manquais l'école. Une journée, je manquais... deux autres journées où je manquais la moitié de la journée, genre. Ouais, mais ça doit être rough quand même, là, tu sais, je veux dire, tes petits amis en classe, là, ils voient que t'es pas là, puis c'est quoi, c'est commencé, il y a ces privilèges-là, puis... Ouais, c'était tellement pas des privilèges, tu sais. Non, je sais, je travaillais fort, tu sais, c'est pas des plateaux, là. Puis je faisais, tu sais, entre les prises, je faisais mes devoirs, mes leçons, mes travaux, tout ça, puis... C'est pas too much pour un enfant, quand même. Ben, c'était fait, ou non, ben, ça dépend. Moi, ça allait. On avait une belle... C'était très harmonieux, c'était très sain. Tu sais, j'ai grandi dans ce milieu-là, puis je le sais que ça peut être crissement malsain pour un enfant, là. C'est tough. Faut vraiment que l'enfant soit bien entouré. Il faut vraiment qu'il fasse ça parce qu'il a envie de faire ça, pas parce que les parents veulent qu'il fasse ça. Puis... Non, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, j'avais pas une bonne note. Ma mère, elle disait, on arrête ça. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, je voulais jouer au hockey. Ma mère, elle dit, ben oui, tu peux jouer au hockey, mais tu peux pas faire la téléroman en même temps. Fait que, tu sais, on va leur dire, tu peux plus le faire, puis tu pourras jouer au hockey. Pas de problème, tu sais. Je faisais des choix rapidement, jeune, que je voulais continuer à faire ça. Parce que moi, c'était mon fun. Puis, tu sais, j'avais bien de la jasette. Puis, tu sais, c'était à une époque où... Puis même encore maintenant, tu sais, quand t'as un enfant sur un plateau, tout le monde est fin avec toi, là. Ouais, c'est ça. Tout le monde te jase, tout le monde te parle. Puis, tu sais, c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de rien. Fait que les gens, entre les prises, personne n'était sur son téléphone. Là, tu sais, tout le monde se parlait. Puis moi, j'étais tout le temps entouré d'adultes, au final, plus souvent que d'entouré d'enfants. Fait que je parlais mieux, je pense, pour mon âge qu'un enfant normal. Tu sais. Mais justement, il y a quelque chose d'un peu particulier là-dedans. Là, tu sais, c'est comme. C'est pas tant que ça la réalité d'un enfant. Là. Toi, t'étais un enfant dans un milieu d'adultes tout le temps. J'imagine qu'à un moment donné, tes amis, c'était des adultes. Là, c'était comme un peu... Ben, surtout que la plupart des enfants à l'école n'étaient pas fins. Là. Fait que jusqu'en 5e année, disons, là, j'étais plus heureux sur un plateau qu'à l'école. Puis éventuellement, en 5e année, 6e année, 6e année, j'ai passé une super belle année. T'sais. Mais c'est parce que, tu sais, il y a eu des profs au primaire aussi qui étaient pas cool. Ah ouais? Puis même au secondaire, c'est arrivé, mais c'était autre chose au secondaire parce que je travaillais pas vraiment. Fait que j'ai vraiment eu un secondaire normal. Là. Mais, tu sais, au primaire, j'ai eu beaucoup de profs qui, tu sais, je placote dans la classe puis qui me disent, genre, tu sais, devant toute la classe, qui me disent « Monsieur Grondin, je demanderais de vous taire... vous pouvez pas faire ce que vous voulez ici, comme sur vos plateaux de tournage. Là. Arrêtez de faire votre vedette ou des trucs comme ça. Fait que, ça rajoutait au mal-être qu'il y avait à l'école. Parce que quand tu es un enfant, il n'y a quand même rien de pire qu'être différent. Là. C'est pas cher à dire, mais un enfant, tu veux être dans le moule, tu veux faire la même affaire, tu veux avoir les mêmes choses que tout le monde, puis tu veux pas être celui qui fait de quoi qui est pas pantoute dans la même réalité que les autres kids, là, c'est quand même c'est rough, là, comme
Ça a-tu fait en sorte qu'à un moment donné, tu as voulu arrêter ça, j'imagine? Non. Non? Tu n'as jamais pensé à... Non, parce que je me disais... Parce que tout le long, je me disais, ils comprennent pas. Ouais, mais il y a ce danger-là aussi de se dire que moi, je suis un peu plus... En fait, je voulais absolument... un peu l'enfant béni. En fait, je pense que si j'avais pas réussi à aller... Mon grand frère allait à Jean Eudes, puis je voulais absolument aller à Jean Eudes, parce que je voulais pas me retrouver avec le même monde. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que je pense que si je m'étais retrouvé à l'école du quartier ou au collège pas loin du quartier aussi, avec le même groupe, même si ça allait mieux là, au final, là, à la fin du primaire, je pense pas que je l'aurais vécu pareil, mais là, je voulais avoir un clean slate. Je voulais recommencer ailleurs différemment. Puis j'avais l'impression que mon frère, en plus, il allait à Jean Eudes, puis il faisait Zap, là, genre, puis Zap, c'était énorme. Oui, il y avait des boîtes là, de lettres qu'il recevait, de fan mail, puis il y a quand même eu... il y a personne qui l'écœurait, c'était... J'ai l'impression qu'il y avait une maturité là-bas. Ça devient cool tout d'un coup. Là. Je sais pas si c'était cool, mais probablement. Sûrement. Mais je me disais, je sais que si je vais là, on va pas m'écœurer parce que je fais ça. Parce que je sais qu'ils n'ont pas écœuré mon frère. Ça. Après, ça veut rien dire. Ça impressionne pas un peu les kids aussi. Je veux dire, tu as joué dans des affaires super importantes pour les enfants. Tu as joué un peu dans Watatata, me semble. Ouais, mais ça, j'ai fait ça quand j'avais 20 ans. Genre. Ouais, non, mais c'est plus tard. Je comprends, mais... Toute une saison. Un peu des intrépides. C'était vraiment pas impressionnant ce que j'ai fait dans Watatata. Écoute, le premier épisode, je faisais un overdose de tenor. Genre, j'ai fait du tenor, puis je passais out, je me retrouvais à l'hôpital. Genre, C'était hot, Watatata. Des fois, ça allait tellement trop loin. Je me rappelle genre de femme battue, d'un gars qui a une secte, tout le monde brûle vivant dans le spot. Ouais. Ah ouais, c'était intense quand même. C'était fou quand même, Watatata. Mais tu voyais aussi qu'il voulait adresser des problèmes. Bon, moi, j'ai jamais regardé ça. Puis... Non, puis je me suis retrouvé... je faisais un téléroman. J'étais déménagé en appart à 18 ans. Puis je travaillais à Radio-Canada. Puis j'ai fait 2-3 ans, je sais pas trop, d'une série. Puis ça a fini. Puis là, j'étais comme, là, faut que je travaille. Là. Puis on m'a offert Watat. Puis moi, j'ai jamais regardé ça. J'ai jamais voulu jouer là-dedans. Puis là, j'ai comme fait, j'ai comme pas le choix, je vais le faire. Puis j'ai jamais plus regardé ça. Mais je dois dire que c'était un super bel environnement de travail. La gang était vraiment le fun. C'était super relax. Il y avait de la liberté de changer ce que tu voulais. C'était... je comprends les gens qui ont fait beaucoup d'années là-dessus parce que c'était le fun. C'était vraiment du travail agréable. Ouais. Mais toi, il y a quand même eu une transition, j'imagine, parce que, je veux dire, quand tu étais un enfant acteur, puis particulièrement pour toi, là, c'est comme oui, t'étais bon, mais là, parce que t'es cute, là. T'es un petit enfant super cute, là, puis c'est le fun de caster ça. Mais à un moment donné, tu vieillis, tu deviens un ado, tu deviens un mais moi, je compare adulte, ça à... Je sais pas que t'es devenu pas cute à m'amener, mais... non, mais... mais quand même, il y a une... récemment, je suis tombé sur un article. Je tournais une série, puis l'accessoiriste, il y a comme des magazines, puis il fait « Hey, regarde, j'ai vu ça. » Puis il y a comme... genre un article de genre je pense dans le Québec, je sais pas trop, là, qui disait ces artistes qui ne veulent pas être beaux, puis il y avait ma photo, j'étais comme on va chier là. Mais oui, je veux, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, je compare ça à quand tu joues au hockey. Tu commences bien petit, puis après ça, à chaque étape, il y en a qui survivent pas, là, qui sautent pour plein de raisons. Puis ça veut pas dire que c'est parce qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit, mais tout le temps quelque chose. Puis tu sais, le passage de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, à l'âge adulte, à devenir un parent, c'est toutes des étapes. Moi, je suis content d'avoir survécu, mais... Il y a des jeunes avec qui je tournais quand j'étais petit qui étaient vraiment meilleurs que moi, là, qui étaient des bons acteurs ou actrices, puis ils ont disparu pour plein de raisons. Puis des fois aussi, c'est ça, ta face cute, ta particularité en vieillissant ne projette pas la même chose, puis que les gens finissent par plus voir la même chose dans tes yeux. Ouais. Ce qui peut être ta force dans ta face d'enfant et ta faiblesse dans ta face d'adulte. Puis, parce que ultimement, c'est ça. Moi, souvent... on me demande, je sais pas, moi, genre, tu parles tellement par le regard, quoi que ce soit, puis je suis comme, mais pas tant. Tu sais, j'ai pas là à faire comme, salut. Tu sais, genre, je suis pas en train d'essayer de passer une idée, une émotion. Mais, tu sais, il y a des gens pour qui, je pense, c'est plus facile de soit communiquer quelque chose ou à la limite de
de... Je sais pas comment expliquer ça. De laisser place à ce que le public puisse projeter eux-mêmes leur émotion en toi. Ouais, Fait que ouais, je pense que mes yeux, mon regard, quand je tourne, facilite ça. Je pense que les gens, c'est facile pour eux de projeter. Ah, ils filent telle affaire, ils pensent telle affaire. Mais ça, c'est pas parce que je suis hot, là. C'est juste une particularité. Comme il y a du monde qui pogne super bien la lumière, puis qui sont super photogéniques, puis il y a du monde qui... Il y a du monde qui s'entraîne même pas puis qui ont un six-pack. Tout le monde a des caractéristiques qui les aident ou qui les aident pas, ou peu importe. Puis je pense que c'est ça, ultimement. Puis des fois, tu as ça enfant. Tu l'as enfant, puis tu le perds en vieillissant. Puis ça doit être rochant de vivre ça. C'est vrai. Ouais, parce qu'il y a une certaine magie dans tout ça. Là. Ouais. T'es enfant, c'est clairement pas parce Check que tu as étudié longtemps. Aux États-Unis, le nombre d'acteurs, des performances d'enfants qu'on se souvient encore puis qu'on les a jamais revus. Ouais, puis ça, ils aiment ça, faire ça de temps en temps, des sites, là. Qu'est-ce sont-ils devenus? Là, les vieux sont gros, hein, c'est ça. Hein? Puis maintenant, ils marchent dans la rue avec une smoke, là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu sais, j'ai l'impression, regarde, je sais pas, là, mais il y a une période où tu as moins travaillé, je pense. Là. Il me semble que j'ai vu quelque part que, avant Crazy, là, c'était pas... c'était un moment où tu pensais tranquillement, peut-être, ouais, ben ça, c'est entre Watat. En fait, c'est à la fin de Watat. Je faisais Watat, puis... Puis là, t'as fait comme, j'abandonne. J'ai pas... Je suis rendu à Watat. Non, c'est pas ça, mais... Non, mais je me disais... Tu sais, même si j'avais du fun à le faire, j'étais comme... C'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça, ultimement, que je veux faire dans ma vie. Moi, je veux-tu juste faire de quoi qui me fait pas tant triper? Le résultat fait pas tant triper, puis... Tu sais, je le fais juste pour l'argent. Tu sais, ça n'empêche pas que je peux avoir du plaisir avec mes collègues puis tout, mais je le faisais pour l'argent, ultimement. Mm-hmm. Je voulais juste payer mon loyer. Fait que, tu sais, je me suis dit... Je jouais beaucoup de musique à l'époque. J'ai fait, je vais faire un cours, je retourne à l'école, je continue à jouer de la musique, puis je ferai une coupe de pub ou whatever on the side pour l'argent, tu sais. Puis j'ai dit à Watat que je revenais pas, puis ils ont fait une autre année après. Ils t'ont fait faire une overdose. Puis ouais, je sais pas trop, là, je disparaissais, là, mais en tout cas, je leur ai dit que je revenais pas. Puis c'est ça, je m'en allais faire un cours, genre d'ébénisterie, puis tout ça. Là, puis vraiment, je me consacrais beaucoup plus à la musique. Puis j'ai passé l'audition pour Crazy, comme tout le Québec, quasiment. La ville de Montréal au complet a passé l'audition. Ah ouais, hein? Il fallait qu'il fasse une famille sur genre 3 générations. Là, fait que tout le monde a auditionné. Là, fallait qu'il... Puis ça a pris des mois avant que j'aie des nouvelles. Fait que moi, l'hiver, j'ai peut-être auditionné à l'automne, je sais pas trop. Là. Puis l'hiver qui a suivi, tout octobre, novembre, décembre, genre, j'étais là, puis j'étais en train de me dire, j'avais pogné la paperasse pour aller faire un cours, là, une technique, je sais pas trop, en ébénisterie, puis finalement, c'est ça. Le 24 décembre, Jean-Marc m'a appelé, puis m'a dit que j'avais le rôle. Le 24 décembre? Ouais, c'était cette histoire cute. Ouais, il a vraiment voulu. Il a attendu jusque-là pour appeler puis faire joyeux Noël, Zach. Okay. Puis je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Puis j'ai pas été vite. Là. Puis là, finalement, il me dit « Ah, t'as le rôle. » Puis tout. Puis là, c'était parce que Zach est né le 25 décembre. Que c'était tout était prévu et romancé dans sa tête. Puis là, j'ai décidé d'attendre. Je me suis dit « Je vais faire le film. » Mais je savais pas que ça allait donner avec le film de toute façon. Là, ouais, non, c'est ça. T'sais. Fait que je me suis dit « Je vais attendre. » Puis quand j'ai fini le film, je me suis dit « Je vais attendre que le film sorte. » Mais fait que j'ai travaillé au HMV pendant 1 an et demi. Puis le film est sorti. Puis ça a pris une bonne année et demie avant que je retravaille. J'ai pas travaillé après Crazy. J'ai fait un film. La Belle Bête, un tout petit film. Là. Je pense qu'on avait genre 800 000 de budget, 900 000 de budget. C'est un micro-film. Okay. Que j'ai tourné, je pense que c'était l'été. Je pense que je travaillais au HMV même. Parce que je suis pas sûr. Mais c'est fucké quand même. Là, j'ai pas travaillé longtemps. Il y a un méga succès en salle, puis toi tu travailles au HMV, puis t'es rendu genre une vedette, là, entre guillemets, là, quand même. Ouais, j'ai arrêté quand le film est sorti parce que je me faisais reconnaître. Là, j'ai arrêté à ce moment-là. Là. Mais. Ça n'a pas été drôle là, quand même. Là. Autant pour le film que pour toi, là, c'était pas drôle. T'es devenu genre le sex symbole, puis là, ça décolle, puis tout ça, puis c'est comme un switch complet là, dans ta vie, j'imagine. Là. Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Ouais, non, je pense que la vague serait beaucoup plus violente maintenant qu'elle a été à l'époque. Je pense que ce serait même plus tentant, à la limite, d'entretenir ça maintenant. Ouais. Quand tu te retrouves du jour au lendemain avec 250 000 followers, tu fais comme, OK, il y a une possibilité monétaire à ça. Là, ça vaut quelque chose. Ouais, ça c'est sûr. T'sais.
Puis les marques te donnent des affaires. Puis tout. À l'époque, c'était pas vraiment ça. Ouais, dude sur Chabanel qui me donnait du linge, là, genre, mais tu sais. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ta vie a quand même un peu changé dans le sens que, tu sais, ça va être tough de garder un petit peu de recul puis de keep you on check, là. Tu sais, je veux dire, avec les filles puis tout ça, c'est comme, c'est too much, là, à un moment donné, là. Tu sais, quand t'es... Ben, j'imagine que toi, t'étais probablement plus gearé à ça parce que t'as fait ça toute ta vie, là. Ben, j'étais plus gearé avec ça parce que j'en ai vu d'autres se péter à la gueule, tu sais, puis se pitcher, puis prendre le succès pour acquis, puis se faire faillite 2 ans après. Puis, tu sais, fait que j'ai fait bien attention. Puis, moi, je me suis toujours dit que ça se pouvait que ce soit ma dernière job. À chaque job que je fais, je me dis c'est sûrement ma dernière job. Je me dis tout le temps ça. Puis, parce que c'est arrivé. C'est arrivé plein de fois dans ma vie que j'ai vu ça autour de moi. Fait que... Puis, tu sais, je travaille... Généralement, tu sais, avant de faire Mafia, j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi de temps. Là. Ah ouais? J'ai fait 2 jours de tournage, genre, sur Les Invisibles. C'est tout. Okay. Comment tu fais dans ce temps-là? Entre la première saison et la deuxième saison de l'Imposteur, j'ai pas travaillé. Fait que j'ai passé 1 an sans travailler. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de même. Fait que, pour moi, j'ai jamais pris ça pour acquis. Fait que, tu sais, quand Crazy est arrivé, puis on m'offrait, genre... de travailler à Flash, on m'offrait une émission à C'est quoi, tu sais, j'étais comme, mais non, c'est pas ça que c'est pas ça. Puis tu sais, c'est pas ça que je veux faire. Puis tu sais, clairement, en plus à l'époque, j'étais comme, tu sais, vous m'offrez une job à radio quand mon père a perdu sa job pour payer du monde, pas de radio pour finir, le flavor of the month, là, pour le payer au gros prix. Puis je pense que maintenant j'ai une vision différente de ça, là, mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a rien qu'on m'offrait qui était vraiment ce que je voulais. Tu sais, je voulais juste tourner dans des affaires de fun. Puis je me souviens, on m'a offert un film français où on m'offrait de jouer un fantôme gay des années 70. J'ai fait, ouais là, sacrément. Un fantôme gay des années 70. Mais c'est quoi ce film-là? Je sais pas c'est quoi, mais ça s'est fait, ce film. Là, ça existe, là, je sais pas. Mais ouais, puis là, j'étais comme, mais là, je viens de jouer à un gay des années 70. Je vais pas jouer un fantôme gay, là, c'est ridicule. Fait que... puis tu sais, je pense qu'après, il y a eu un moment où, tu sais, je pense que les gens... Puis je pense que les gens attendent encore tout le temps un succès à la Crazy, tu sais. Ouais, mais ça, en même temps... ça arrivera pas. C'était unique et particulier. C'est comme, tu sais, la plupart des gens qui me disent « T'aimerais-tu retravailler avec Jean-Marc? » Puis je suis comme « Ben oui, j'aimerais ça travailler avec Jean-Marc. C'est un super réalisateur, tu sais. » Tu y dis-tu, puis tout? Je suis comme « Tu y dis-tu? » Dis au souper la prochaine fois. Non, mais tu sais, genre... on s'aime beaucoup, mais tu sais, c'est parce que les gens, je pense que parce que Jean-Marc puis moi, si on venait à retravailler ensemble, il y aurait cette même magie-là. Mais non, c'est ça, on retrouverait ça. Je pense que peu importe... ouais, mais tu sais, peu importe ce qui arriverait... Tu sais, demain matin, je fais un film puis je gagne un Oscar. Là. Le pas entre maintenant puis l'Oscar est moins grand que entre travailler au HMV puis me retrouver à signer avec toutes les plus grandes agences américaines, françaises, whatever. C'est intéressant, ça. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, oui, la vie peut changer, là, mais jamais Jean-Marc puis moi, on pourrait refaire quelque chose qui va avoir une aussi grande incidence dans nos vies. Parce que la raison pour laquelle je travaille encore, c'est à cause de Crazy. C'est ce film-là qui a parti tout, puis qu'on m'en parle encore à tous les semaines, tu sais. Ouais, puis Jean-Marc, la raison pour laquelle il a sa carrière aux États-Unis, c'est à cause de Crazy. Ah ouais, c'est fou. Puis il y a une question de timing aussi, ce film-là. Là. On se rappelle le cinéma québécois à l'époque, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Ça va très bien là, en ce moment. Là, comme il y a vraiment beaucoup de bons réalisateurs, beaucoup de prises de risques, beaucoup d'affaires vraiment intéressantes. À l'époque, il n'y en avait pas 1000. Là, je veux dire, l'époque, c'était les Boys, là, les succès en salle, me semble. Ouais, ben l'année de Crazy, c'était une énorme année. Ah ouais, OK. Ouais, il y avait Familia, il y avait Maurice Richard, il y avait vraiment des gros films qui ont... Je pense que c'est une des années où il y a eu le plus de gens qui sont allés voir des films québécois. OK. C'était une grosse année. Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, tu vois, l'an passé, je trouvais pas que c'était une grosse année. L'année qui vient de passer, c'était pas une grosse année en box-office, tu sais, mais après ça, t'as le genre de film aussi. C'était pas le genre de film qui allait... Tu sais, moi, j'ai adoré Une colonie, j'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment touché, mais c'est pas le genre de film qui va faire des millions d'entrées, là, tu sais. Non, c'est sûr. C'est un film plus niché, tu sais, c'est une proposition claire, tu sais, puis... mais tu vois, l'an prochain, ça va être une grosse année, je pense. Tu sais, s'il n'y a pas un gros box-office au Québec l'an prochain, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part, là, parce qu'il y a des gros films à grand déploiement, des films qui peuvent rassembler bien des gens. Fait que, tu sais, c'est ça. Mafia Inc., ça sort
Je sais pas quand. Tu sais pas, t'as aucune idée? Non. Ah ouais, OK. Non, aucune idée. Automne, hiver. J'imagine que ça, ils s'attendent que ça soit un gros succès quand même. J'espère. Ben oui, moi j'espère. De mafia. Tu peux t'en parler un peu ou t'as-tu le droit? Oui, je peux en parler. C'est basé sur... le livre Mafia Inc. Qui est écrit par André Cédillo puis André Noël. OK. Qui est vraiment la bible de l'histoire de la mafia à Montréal. Fait que c'est vraiment collé sur la réalité. Là. En fait, c'est une fiction inspirée de faits réels. OK. Fait que ça reste une fiction. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont passées pas mal de même. À un moment donné, là. Pas toutes, là. Mais ouais, c'est quand même fascinant. Je pense que c'est un grand film. T'sais. Parce que, tu sais, la mafia au Québec, c'est comme... on n'en parle pas souvent. On en parle quand même un peu, mais c'est implanté, c'est important, puis c'est comme ça avec le gouvernement là, à plusieurs époques là, de notre histoire. Toi, as-tu fait beaucoup de recherches? J'imagine que c'est sûr que tu as lu le livre, mais as-tu fait des recherches en parallèle aussi, essayer de comprendre un petit peu plus cet univers-là? Un peu. En fait, parce que je fais de la recherche surtout sur mon personnage, qui n'a pas existé, mais qui est un mélange de différentes personnes qui ont existé. Là. Fait que c'est un mix de genre 3-4 personnes. Là. Fait que j'essayais de savoir le plus possible sur ces personnes-là pour essayer de trouver des petites affaires ici et là. Puis j'essayais de parler avec des gens qui ont grandi avec des gens qui étaient dans la mafia, tu sais. Voir... Parce que ce qui est fascinant avec la mafia, c'est que c'est un... Ils ont leur code moral, ils ont leur loi, eux, puis tu sais, sans passer de jugement sur ce qu'ils pensent, eux, ils pensent que c'est la vérité. Ils pensent que c'est ça, la vraie loi. T'sais, ils ont créé leur microsystème, puis ils croient, puis... Tu sais, eux autres, si ta fille se fait violer, pourquoi aller t'asseoir dans un commissariat, tu sais, tu fais 3-4 coups de fil, tu le trouves, puis tu le tabasses. Il y a comme un truc où c'est une autre réalité. Puis ils ont leurs codes moraux, ils ont leurs limites. Fait que c'est super intéressant. C'est intéressant parce que tout tourne autour de l'honneur. Mm-hmm. Fait que... Puis dans le film, c'est ça. C'est pour ça aussi que la plupart des policiers et tout ça ont toujours... ils font beaucoup plus confiance à la mafia italienne, disons, aux motards, aux gangs de rue, parce que, tu sais, ils ont vraiment des codes définis, puis ils sortent pas de ça. Ils peuvent plus comprendre la patente, ils peuvent plus négocier avec ça, parce que c'est plus clair, c'est moins imprévisible un peu. Ouais, c'est ça. Ils vont pas tuer leur tante pour rien, là. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est-tu un fantasme pour toi de jouer dans un film de mafia? J'imagine que t'es comme n'importe quel gars, là, t'as écouté tous les films de mafia. Moi, c'est un fantasme de tirer du gun dans des films. Moi, à chaque fois que je tourne, je me retrouve tout le temps à être celui qui tire pas du gun ou quelque chose du genre. Là, fait que j'étais juste content de côté petit gars là, de pouvoir... jouer un méchant, c'est le fun. Ouais. C'est te travestir, c'est te déguiser puis de devenir quelqu'un que t'es absolument pas, tu sais, de pouvoir avoir une attitude, dire des choses, poser des gestes, te permettre des choses qui n'arriveraient jamais dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait que c'est le fantasme de l'acteur, là, tu sais. Ouais. De jouer le méchant, c'est le fun. Surtout quand tu joues généralement... Tu sais, j'ai généralement joué des bons gars dans ma vie. Là, fait que tu sais, de jouer quelqu'un de plus méchant. C'est drôle parce que vraiment, dans les dernières années, dans les derniers projets, en fait, que j'ai fait L'Imposteur où je sortais de prison. Mafia où je suis sur le bord d'aller en prison, où je devrais y aller du moins, puis Fragile à Radio-Canada qui n'est pas sorti encore, mais où je sors de prison aussi. Il y a vraiment un truc carcéral, vraiment qui est criminel. Mais c'est un milieu qui me fascine en fait. La réinsertion en fait me fascine. Je trouve ça fascinant à quel point on donne pas... le milieu carcéral est rarement fait pour réhabiliter. Puis même s'il est fait pour réhabiliter, la société n'accepte pas que tu aies payé le prix. Il y a quelque chose où c'est un reflet de qui on est, en fait. C'est un reflet de comment on veut que les criminels soient traités. On veut pas les traiter en humains. En fait, on veut pas voir la part d'humanité qu'ils ont en eux parce qu'elle est en nous aussi, tu sais.
Ouais, il y a quelque chose de particulier. Puis moi, ça me fascine tu sors de prison, comment tu te retrouves là aussi. De travailler. Ben oui. Tu retombes dans le crime parce que c'est tout ce qui est possible. Quasiment, tu sais. Puis moi, à chaque fois que je vois quelqu'un je sais pas, tout péter dans la rue ou... je me dis tout le temps, il y a tellement de gens qui ont pris des mauvaises décisions pour que tu te retrouves là, tu sais. Parce que je check souvent des true crime de même, tu sais. Puis il y a une série sur Netflix qui est I'm a Killer. Des entrevues. Oui, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu. Ouais. Puis, tu sais, le dénominateur commun entre chacun de ces criminels-là, c'est le fait qu'ils ont eu soit un père absent ou une mère absente, qui ont été abusés, qui ont été que le parent avait des problèmes de toxicomanie ou d'alcool. Il y a vraiment un terreau pour créer un criminel, tu sais. Oui, il y a des gens, je pense, qui sont malsains, là, tu sais, qui ont des problèmes mentaux carrément, là, mais je pense qu'on te crée souvent, puis il y en a un qui disait, j'ai commis un acte dégueulasse, mais ça me définit pas en tant que personne, je suis plus que ça. Ouais. Puis j'ai tourné pour Mafia dans un abattoir, parce qu'il y a un des doutes qui travaille dans un abattoir dans le film, puis on a passé une journée et demie, je sais pas trop là-bas, puis on parlait avec les gars, puis c'est rough là, quand même, évidemment, il fonctionnait pas, c'est le week-end, là, mais c'est là. Tout est là. Puis les salles de découpe, c'est horrible. C'est littéralement, ils abattent un bœuf, ils le coupent, ils font une ponction sur l'anus avant de couper la tête pour pas que la marde sorte. Ils vident les intestins, puis l'odeur, puis tout. Puis il disait, c'est tellement tough. Les salles de découpe, c'est autre chose, là, quand ils font juste... Mais c'est quand même... Mais ça, l'abattage, là, puis vider, tout ça, il dit c'est tough, puis il n'y a pas grand monde qui t'offre. Souvent, ils t'offrent une journée, ou 2 jours, puis au final, les gens qui restent, c'est ceux qui sortent de prison ou les nouveaux arrivants qui n'ont aucun diplôme, quoi que ce soit, puis qui n'arrivent pas à se placer, puis qui n'ont pas le choix, finalement. Puis moi, l'idée que quelqu'un qui a commis possiblement un crime violent, qui a fait son temps en prison, qui a payé sa dette à la société, qui sort, la société le rejette, puis qui n'a pas le choix de continuer à poser des actes violents. Non, mais la société dit, va tuer des affaires pour nous autres, finalement. Ouais, c'est ça. Je trouve ça fascinant. Ah, c'est fucked up. Là, on en parlait un petit peu avant le podcast, là, que tous ces shows-là sur l'obsession des criminels, puis comment ça, des fois, pas qu'on glorifie ça, mais comme on a une espèce d'obsession morbide là-dessus. Mais en même temps, en parlant, je comprends un peu que il y a quelque chose de fascinant là-dedans, que ce soit une construction sociale, qu'il faut assumer un peu à quelque part. T'sais. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. C'est comme une des tunes les plus confrontantes, les plus perturbantes que j'ai entendues. C'est Sufjan Stevens qui a fait une tune sur John Casey, là, le pédophile clown, qui a fini genre hit. Là. Mais c'est une tune qu'il aborde avec humanité puis un peu d'amour de probablement une des pires personnes de l'histoire, là, dans ses gestes. Là. Puis quand tu apprends l'histoire de ce gars-là, effectivement, il était abusé quand il était jeune, puis comme à quelque part, c'est pas totalement de sa faute, là, c'est une construction sociale que... Je dis pas que tout le monde qui ont vécu ça finisse de même, mais il y a quelque chose de fucké quand même là-dedans de réaliser que t'aurais pu virer de même, j'aurais pu virer de même. Là, mais c'est pour ça que je crois en la rédemption. Je pense que oui, il y a des gens qui ont des maladies puis qui peuvent être traités à un certain niveau puis qui vont rester malades toute leur vie, mais la plupart des gens, je pense, qui ont besoin d'amour, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de trouver une valeur à leur vie, puis l'idée d'avoir quelqu'un qui rentre en prison pour un crime puis qui apprenne un métier ou qui découvre une passion, qui sortent de là, puis qui se réalisent dans la société, puis qui redonnent à la société quelque chose, tu sais. Mais le système n'est pas fait pour ça. Puis je trouve ça triste, tu sais. Je trouve ça triste qu'on n'encadre pas mieux les... Parce qu'on crée des criminels plus qu'autre chose, souvent. Mais tu savais que c'est prouvé, ça, en fait. Je me rappelle plus c'est quel pays, c'est toujours un pays scandinave, là, mais un pays scandinave, que c'est des prisons quand même complètement particulière, c'est sur une île. Puis... C'est en Norvège, je pense, ça. C'est en Norvège, il me semble que c'est ça. Là, il y a de la liberté, il y a du verre, c'est comme plus des maisons à quelque part. Bon, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, mais quand même, ils ont une certaine liberté. Puis, je veux dire, le taux de réinsertion est genre incroyable. Ben, c'est ça, il y a une prison, je pense, en Italie,
où à l'intérieur de la prison, ils ont parti des cours de cuisine, mais genre de haute cuisine. Okay. Puis ils ont ouvert un resto dans la prison. Ah ouais. Puis il est ouvert, je sais pas, là, ils font comme un service ou 2 services par semaine. Puis c'est booké, là, genre 6 mois à l'avance. Puis les détenus viennent à exceller en cuisine. Puis cette prison-là qui avait, je sais pas, un taux de récidive de genre 65%, ça a droppé comme à 20%, un truc comme ça, tu sais, parce que tout le monde sort puis se place dans des restos. Ouais. Puis ils sont heureux, tu sais. Ouais, c'était cool. C'est comme quand ils ont commencé à donner de l'héroïne, je pense à Vancouver, ils ont eu un projet pilote où il me semble que j'avais lu ça, qu'ils donnaient de l'héroïne. Il y avait des piqueries, là, tu sais, les centres de genre de piquerie supervisée, je sais pas trop. Là. Oui. Puis ils ont fait il me semble que c'était à Vancouver, ils ont fait un projet pilote où ils donnaient de l'héroïne gratuitement. Puis tout à coup, les gens qui étaient addicts étaient généralement sans abri. Souvent, ils disaient, je suis plus toujours en train de chercher de l'argent pour commettre des crimes, quoi que ce soit. Je sais que je vais avoir ma dose, puis ma dose, elle est contrôlée. Fait que c'est plus une dose que... J'ai l'impression que c'est ma dernière dose, fait que je me shoot. Fait que là, ils microdosent pas, là, éventuellement, ils réduisent la dose. Fait que je suis fonctionnel, puis je me suis trouvé un appartement, puis je me suis trouvé un petit job, puis tout ça. Tout le rapport à la drogue est différent. C'est sûr, ça fait du sens, tu le dis. Je veux dire, je n'étais pas au courant de ça, mais ça fait full de sens. Puis on dirait qu'on a toujours un rapport super, faut être rough. Ouais. Là, toi, t'as fait ça, c'était illégal, tu finis là, ou désintox total. Puis c'est pas de même la vie, là, tu sais, comme on est des êtres humains. Il faut comprendre pourquoi la personne est comme ça, tu sais. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui cause ce tourbillon-là dans sa vie aussi? Qu'est-ce qu'elle va chercher en se droguant ou... Pourquoi comme un crime? OK, parce qu'il faut qu'elle paye pour sa dope. OK, si je la paye, sa dope, je ne commettrai plus de crime. C'est quasiment trop simpliste. Là, mais, non, mais quand même, je veux dire, c'est sûr que la vie est plus complexe. Ouais. Mais ça marche pas tout le temps. Ouais, mais toi, dans le fond, dans ta job d'acteur, c'est un peu ça aussi, la job, dans le sens que les personnages, il faut que tu les abordes, il faut que tu trouves leur humanité, il faut que tu les aimes, il faut que tu essaies de les comprendre un peu. Pas juste, tu peux pas les juger, là, tu peux pas jouer quelqu'un que tu juges, j'imagine. Là. Non, puis tu l'aimes, tu peux trouver que la personne commet des actes dégueulasses, mais il faut que tu comprennes... Il faut qu'il y ait une partie de toi qui aime le personnage, parce que si tu n'aimes pas le personnage, tu t'abandonneras pas... Tu vas pas t'abandonner dans le personnage après. Fait que mais tu peux apprendre à aimer n'importe quel personnage, j'imagine, aussi, non? Oui, mais je pense que tu peux apprendre à aimer n'importe qui aussi dans la vie. Oui, c'est ça, mais exactement. Il y a une belle leçon d'humanité là-dedans. Je pense qu'il y a bien des gens qu'on n'aime pas, puis que si on était pogné dans un char avec, au final, on aurait une conversation, puis ce serait correct. Là. Je suis très prêt avec Richard Martineau. J'étais sûr que tu allais dire ça. Ouais, je te jure. Je suis sûr que oui. Ouais. Mais le pire, c'est quoi? Moi, j'ai bien des amis qui ont travaillé avec lui, qui étaient super fins. Là, je veux dire, c'est pas... À un moment donné, il y a une construction aussi. Là, bon, lui, il a sa responsabilité là-dedans. Là, puis je suis sûr que c'est une bonne personne. Je me souviens quand je me pitchais, quand j'étais au cégep, je me pitchais pour aller chercher le voir le jeudi pour l'ouvrir la première page puis lire son éditorial. Ouais, ça a bien changé tout ça. Bon, on vieillit nous aussi. Hein? Je vieillis en esti, je suis rendu à Longueuil. Puis, je pense qu'on a fait pas mal de temps. Là. Je veux pas te retenir trop longtemps, mais c'était super intéressant, mon gars. Là, vraiment... T'es un gars allumé, puis bien informé, puis... non, mais pour vrai, j'étais pas trop sûr, parce que t'en fais pas tant d'entrevues, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre, puis c'était très cool, man. Ben écoute, je suis bien content de tu m'aies invité, puis malgré le fait que je serais pas un Longueuillois bien longtemps. T'as pas encore trouvé à Montréal, là. Non, j'ai pas encore trouvé, ça peut être long, là. Mon gars, ça va être rough, là, tu vas trouver ça raide. Ouais, ça va être bien long. Écoute, si t'as pas les millions d'un humoriste, là, tu vas voir que ça va être difficile. Ben, on pourrait peut-être travailler sur quelque chose. Que... Une colocation? Okay. Non, tu vas peut-être écrire pour moi, puis je me mets à faire du stand-up. Mais on jasera de ça après. C'est ça. Merci, man. Merci à toi. Bye bye.